Bienvenue dans notre nouvelle émission, Ça pique. Nous sommes en compagnie de David Chavanou. Et donc je suis accompagné de Florian Garobi et de moi-même, donc associé dans l'agence Google Ads Lutti. Le concept de Ça pique, ça peut peut-être vous rappeler quelque chose, surtout avec cette liste de sauces ici. C'est directement inspiré du concept de Hot Ones. Voilà, super concept de Canal+, américain d'ailleurs à la base. On invite un entrepreneur qui va un peu nous raconter son parcours. On va lui poser 10 questions et à chaque question, on va prendre une sauce piquante de plus en plus piquante. Comme les questions d'ailleurs, de plus en plus piquantes aussi. Et voilà. Bon, est-ce que t'es stressé, David ? Non, moins que vous. Moi, j'ai moins de boulot. Je me laisse porter. C'est vous qui avez tout préparé, qui avez bossé. Donc, Et est-ce que t'as l'habitude de manger épicé ? Ouais, je mange de la moutarde, des trucs. Non, des trucs très forts. Pas du tout. Alors vraiment, pas du tout. Non, pas du tout. Mais c'est parce que j'en ai pas l'occasion. J'ai rien contre. Mais on va voir. Peut-être qu'après, j'en mangerai plus du tout. Ça, c'est possible. Normalement, les sûr. 3 premières, ça va rappeler un petit peu des sauces qu'on connaît. Je crois que l'équivalent de la deuxième, c'est le Tabasco. C'est ça ? Ouais. Et la harissa, t'as dit que c'était 40 000 ? 20 000. 20 000. Bah donc la harissa, c'est l'équivalent de cette sauce-là, et Tabasco de l'autre, grosso modo. Et les équivalents d'après. Il n'y a pas d'équivalent. Il y a pas d'équivalent. Non, il n'y a pas Vraiment, d'équivalent. Ouais. D'accord. c'est brûlure d'estomac, etc. Donc ça c'est le samplon 95. Ça, ok, non mais très bien. Pour rappel, on n'est pas fou non plus. On a prévu du coup du miel, du lait, il y a du pain de mie et de la chantilly. Hop, voilà. Pour la preuve Vous qu'on a avez bien... Vous avez le droit de faire de la pub comme ça ? Pour l'instant, on n'a pas encore signé avec la télé, donc normalement c'est bon. Ok, impeccable. Enfin, je crois qu'on n'a pas encore signé. Ils n'ont pas répondu en fait. Et Canal+, ils sont d'accord pour que vous fassiez... On a pas demandé. Alors, c'est c'est un hommage. un hommage. C'est un hommage. Nous, C'est c'est un Ça pique. Ça pique. On rend hommage à Hot Ones. Mais oui, tout à fait. Bah, du coup, je pense qu'on peut commencer. C'est vrai qu'on n'a pas ouvert les sauces avant. On aurait peut-être dû. Non, c'est vrai. Non, mais allons-y. Allons-y pour la première. La pica peppa. Comme ceci. Et elle, c'est 3000 Scoville. Alors. Donc ça pique pas. Bah non. Ok. Pica La peppa. pica peppa. Qui ne pique pas. Hop. Pas de poubelle. Comment ça, pas de poubelle ? C'est quoi cette organisation ? Tu sais, on s'est fait ça en 2 minutes. Type de tournage. Là, quoi. Ok. Bah, honneur à l'invité, je pense. Ok. Alors, on en met quelle quantité ? Je sais pas, je pense que ça, tu peux un petit peu y aller quand même. Mais là, à côté. Je mets à côté, je Ouais. trouve. Alors, je pense que j'aurais peut-être fait le secouer un peu avant. Ah, peut-être. On se court les Mais, prochaines. allez. Qui nous vient de Jamaïque, d'après le petit. Oui. On commence par où, nous ? On commence par là. Elles sont très très bons. Ça sent très... Ça Ouais. sent les Elles sont fruits. sur barbecue, non ? Ah, je suis d'accord, ça sent vraiment très bon. Ouais. Ça, Mais une ça- sauce barbecue aux fruits. Ouais, ça sent les fruits, ça sent la fumée. Peut-être à la main. Vous avez pas Les envie mecs ont absolument aucune papille. De la banane, oui, de la fraise aussi. Non, ça C'est pas en vidéo du coup, culinaire. girofle. Bah, écoute, très bien. Et c'est à l'oignon. Voilà. Sachez-le. Allez, tiens, je te laisse commencer. Allez, on est parti. Allez, bah, let's go. Allez, bah, bon courage, messieurs. Ensemble. Allez. Ça va. Ah oui. Ça va. Là, pour l'instant, on sent pas le piquant. Non. Donc, 3000 Scoville. On est sur une sauce barbecue. Clairement. Du vinaigre. Ouais, on sent bien le vinaigre. Ouais. Bah d'ailleurs, c'est juste du vinaigre blanc, ça. On s'est pas embêté. Bon, du coup, vu qu'on est sur les sauces qui piquent pas pour l'instant, Ouais. les questions non plus vont pas beaucoup piquer. Donc, avant, au début de ta carrière, t'as été ingénieur dans le nucléaire Ouais. pendant 4 ans. Mhm. Et après, t'es directement passé en entrepreneuriat en immobilier. Ouais. Donc, sur le papier, ça n'a vraiment rien à voir, les deux ensemble. Qu'est-ce qui t'a donné envie de partir dans l'immobilier et dans l'entrepreneuriat ? L'entrepreneuriat, c'est une envie depuis toujours. Ok. Parce que vous qui êtes entrepreneur, et la plupart des entrepreneurs, c'est une envie vraiment qu'on a et qui ne nous lâche pas. L'immobilier, c'était le hasard. Je voulais un truc avec de l'oseille, vraiment beaucoup d'oseille. C'était la principale. Non, en vrai, la vraie raison, je voulais un milieu que j'estimais à l'époque un peu ringard. Mhm. Et pour venir essayer de mettre un peu d'innovation, des choses comme ça. C'est pas du tout marché, mais Ok. c'était un bon milieu, puis c'était intéressant de bosser là-dedans. C'est pas la boîte qui a pas marché, c'est l'idée de dépoussiérer le milieu. La qui boîte, a- du coup, ce qui a marché dans la boîte au fil des années, c'est ce qui n'était pas innovant. C'était Ouais. juste des bonnes pratiques de ce qui se faisait ailleurs. Ok. Mais en vrai, toutes les choses que j'ai essayé d'un peu amener de la technologie ou d'amener des nouvelles pratiques, bon, mitigé. Résultat T'as un mitigé. exemple d'un truc innovant que t'avais voulu mettre en place ? Voilà, typiquement, la fausse bonne idée de départ, c'est de dire je vais arriver, je vais faire des visites virtuelles, des machins, tout. Alors Ouais. c'était
C'était en 2012, hein, donc ça commence à dater un peu. Je suis plus tout jeune. Et du coup, à l'époque, c'était encore la digitalisation de notre économie n'était encore pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc d'arriver de se dire, je vais visiter des apparts sans bouger de chez moi et tout, c'est incroyable. En vrai, ça n'a pas du tout, c'est le genre de truc qui n'a pas du tout marché et qui même encore aujourd'hui ne sert pas à grand chose. Ouais. Voilà. Ouais, les gens préfèrent peut-être juste venir et voir l'appartement. Ouais, et puis il y a aussi le fait qu'on est en B2C, et le B2C, quand tu arrives, les innovations technologiques, quand tu es en B2C et que tu t'adresses à une population qui est sur une tranche d'étrangers extrêmement large, Ouais. il y a forcément une grosse partie de la population qui est sans être réfractaire, qui est pas au fait de tout ça, quoi. Donc moi typiquement, si je prends ma mère, si ma mère doit acheter une maison demain, une ville virtuelle, elle s'en tape complètement. Donc voilà, ce genre de choses, des exemples comme ça, il y en a malheureusement des centaines de trucs qui n'ont pas marché. Ok, C'est je la pense deuxième du coup. Ouais, on va passer à la deuxième. Ouais. Donc, la deuxième, c'est la sauce jalapenos. On est sur 8000 Scoville. Ok. Elle devrait piquer un tout petit peu plus quand Ça va même. commencer, ouais. Attends, Attends, elle n'a pas piqué du tout. Hein. Oui, elle piquait pas du tout l'autre. Et On la a bouteille- peut-être, La bouteille est très belle. Ouais, c'est la seule bouteille en verre comme ça, un peu avec cette forme. Sinon, ils ont toutes la même forme. Et elle fait presque. Si tu dis pas que c'est une des moins fortes, tu te fais un peu peur. Bah, celles d'après qui ont des crânes quand même attachés, elles laissent deviner que c'est un peu Ouais. plus fort. Il y a la zombie qui est pas mal. Ouais, la zombie est pas mal aussi. C'est les crânes des souris qui sont mortes dans l'atelier dans lequel ils ont fait les sauces. Qui ont juste. Ouh. Ah, elles sont fortes. Mais elle a l'air très bonne. On dirait quelque chose qu'on prend avec des tapas un peu. Ah oui, exactement. Tu vois. Ouais, ok. Elle a l'air excellente. Ça pique le nez déjà. Mais ok, Attention. allons-y. Vas-y. Donc 8000 Scoville. Je pose la deuxième du coup. Bah, vas-y. Pose la deuxième. Hop, messieurs. Merci bien. Donc Dovimo, c'est un concept classique d'agence immobilière. Ouais. Mais en 2015, tu as fondé Quenzi, Ouais. du coup. Donc un concept Cofondé. pardon. Mm. Un concept intéressant du coup qui met le financement participatif et investissement immobilier. Ouais. Donc c'est un véritable défi que de vouloir innover dans un secteur aussi traditionnel que l'immobilier. Mhm. On a l'impression que c'est une bonne prise de risque. C'était quoi tes motivations dans ce projet? Toujours l'oseille, principalement. Non, on mange après. Non, oui, on faisait manger alors- avant de poser la question. Donc voilà. Vas-y, Flo. Elles sont fortes. Allez, Ouais. on est parti. Ah oui, c'est vrai que j'ai inversé du coup, non? Ouais, bon, c'est pas grave. De toute façon, je m'en rajoute un peu, j'en ai pas pris beaucoup moi. J'ai quand même joué le jeu. Non, j'ai regardé Hot Ones. Un des moments qui m'a fait le plus rire, c'est Jonathan Cohen qui goûte la deuxième sauce. Tu vois, il bloque, il fait c'est le 2 ça. Bah, je comprends un peu le. Eh ben, Parce que déjà, ça commence à. Elle est pas mal. Hein. ouais. Alors, c'est bon, mais si ça, c'est le. Mais on commence à combien sentir. C'est combien sur l'échelle ça C'est 8000. 8000. On va jusqu'à combien 600 000. 600 000. Elle est vraiment pas mal. Hein. Alors, c'est très bon, hein. Ah ouais, elle est excellente. Elles sont bonnes, hein. Ah, j'aime bien. Mais effectivement, on sent que ça pique là. Mais waouh. Ok. Et du coup, Quenzi, fondé en 2015. T'as voulu un peu changer. Enterré en 2017. Ouais. La question c'était quelle était la motivation. Une motivation, ouais. De la prise de risque surtout. Bah, Parce que du coup, tu nous as déjà dit qu'avec Dovimo, tu avais déjà tenté beaucoup de choses, mais que ce qui a fonctionné sur le long terme, Ouais. c'était l'aspect classique. Là, sur Quenzi, tu pars quand même sur un concept qui est complètement nouveau. ouais. Tu peux pas t'accrocher à un truc classique, quoi. Bah, en fait, voilà, quand tu montes une boîte, t'as vraiment. Soit tu vas sur un marché qui existe déjà. Ouais. Typiquement, tu fais une agence immobilière, tu fais une boulangerie, tu fais une agence web, tu fais voilà, tu fais des business qui existent déjà et tu viens sur le marché prendre ta place, trouver ta place sur le marché. Quenzi, c'était de l'innovation, c'est-à-dire on va à l'endroit où il n'y a pas encore un marché, on espère le faire émerger, le voir émerger avec notre offre. Et en fait, la motivation, la prise de risque, c'était à l'époque où j'ai monté ça avec mon associé, on avait tous les deux d'autres activités qui nous rémunéraient. Donc Ok. on pouvait se permettre de faire des choses sans attendre de gagner notre vie avec. Donc c'est aussi grâce à ça qu'on est parti sur Quenzi. Et en fait, la motivation, c'était juste de faire un truc cool, quoi. Moi, ça faisait quelques années que j'avais des activités immobilières et qui vraiment, tout ce que je voulais faire d'un peu marrant dedans, marchait pas trop. Et ce qui marchait, ce qui me faisait bien gagner ma vie, c'est des trucs parfaitement traditionnels qui m'ennuyaient un petit peu. Je me suis dit, bon, j'ai quand même maintenant un peu de compétences, un peu de réseau là-dedans, essayer d'en faire un truc cool quand même. Et ça a pas marché. Alors, c'est pas que ça a pas marché, parce qu'aujourd'hui, il y a 2-3 sociétés
qui ont le même modèle économique que Quenzi. Est-ce que tu peux juste rappeler le modèle économique de Quenzi? Alors en fait, Quenzi c'était du financement participatif. Donc l'idée c'était, on se met à plusieurs pour financer quelque chose. Et nous ce qu'on voulait faire, financer de l'immobilier c'est facile entre guillemets, parce qu'il y a les banques qui sont là pour ça, et les investisseurs qui sont là pour ça. Tu mets 100, tu reprends 105 à la fin de l'année, c'est un modèle qui marche pour tout le monde. Sauf pour les métiers, sauf pour les activités qui sont des activités avec justement qui n'ont pas de modèle économique ou des modèles économiques un peu faibles ou basés sur leur communauté. Typiquement les assos, typiquement l'économie sociale et solidaire, qui est souvent des modèles économiques un peu plus compliqués à tenir. Et eux par contre ils ont une grande force, c'est qu'ils ont une communauté. Donc ce qu'on se disait c'est tous ces projets qui ont besoin d'infrastructures et qui ont une communauté et qui n'ont pas forcément les moyens d'aller voir le banquier et de leur dire prête-moi 500 000 € pour acheter un local sur Lyon ou sur Paris. On s'est dit on va les financer avec le financement participatif. Donc on va tous mettre dans une caisse, on va tous mettre 500, 1000 €, etc. On va appeler tout le monde. Et tout le monde sera un peu propriétaire du truc. On ne visera pas des grosses rentabilités parce qu'on n'est pas là pour prendre vraiment l'oseille, mais quand même un truc qui se tient dans le temps. Et donc on a fait tout le modèle, on avait développé le site web et les logiciels qui allaient bien pour faire tout ça. Enfin, on avait vraiment tout, sauf l'autorisation de l'autorité des marchés financiers. Comme c'était quelque chose qui rentrait pas vraiment dans une case chez eux, c'était un peu compliqué, on a un peu essuyé les plâtres. On a passé 2 ans à faire des allers-retours avec l'AMF. On leur posait un dossier de 150 pages. Ils avaient 2 mois pour nous répondre, donc au bout d'1 mois et 29 jours, ils nous répondaient en disant il nous faut des compléments. Donc nous on charbonnait pendant 1 mois, on leur reposait un dossier de 150 pages, ils nous redemandaient des compléments. Ça fait 2 ans ça. Jusqu'au moment où on a abandonné. Je sais pas, j'ai jamais su si c'était vraiment de la mauvaise volonté de la part de nos interlocuteurs ou si c'était juste que c'était vraiment compliqué pour eux, que c'était pas, c'est pas dans leur logiciel. Oui, ils n'avaient pas l'habitude de traiter ce genre de demande. Déjà, on est arrivé au moment où les sites de crowdfunding commençaient un peu à fleurir, ça commençait à être encadré, mais c'était le début. À côté de ça, en plus, il commençait à y avoir les cryptos, qui arrivaient plein de choses, les blockchains. L'AMF était débordé par tous ces sujets un peu novateurs. Parce que vous, en plus, dans Quenzi, il y avait de la crypto? Non, il n'y avait pas de crypto dans Quenzi. Enfin, de blockchain? Non, il n'y avait pas de blockchain. Sauf quand on allait voir des investisseurs pour qu'ils donnent de l'argent, alors que j'en avais parfois pour qu'ils. Parce qu'à l'époque, n'importe qui investissait là-dedans. Non, c'est faux. Non, c'était vraiment plus du financement participatif. En fait, c'était des modèles assez traditionnels. Mais dans un montage, c'était compliqué. Et aujourd'hui, je suis content quand même parce que, alors, sans dire que ça vient de nous, c'est des gens qui sont partis de zéro, je pense. Mais il y a quelques modèles comme celui de Quenzi qui font à peu près la même chose. C'est des boîtes qui n'ont pas encore leur équilibre, qui sont encore en train de se chercher, qui sont encore sur fonds propres, qui sont pas encore en train qui n'ont pas passé un point d'équilibre financier, et qui font ça. Qui sont vraiment sur le même concept du coup. Ouais, alors il y en a une qui est vraiment sur le même concept à Paris. Je peux dire leur nom? Oui, complètement. Ça s'appelle Viliz. Pour l'instant, ils sont 4 ou 5. C'est très cool, ils ont déjà financé les premiers projets. Ok, trop cool. Et les mecs sont bons. Alors après, contrairement à nous qui étions des geeks et des mecs qui venaient un peu du terrain, là, c'est les gars qui ont monté ça. C'est peut-être plus malin que nous parce que c'est des gars qui avaient travaillé plutôt côté institutionnel avant. Ok. Donc ils ont peut-être pris le problème du bon côté. Ils ont peut-être commencé par l'AMF. C'est ça. Et après, ils ont fait le reste. Et je crois qu'il y a une autre société à Montpellier qui fait un peu la même chose, mais pas forcément pour l'économie sociale. Donc mais c'est quasiment le même concept. T'achètes un petit bout d'immobilier, comme ça, sur une plateforme en ligne. Intéressant. Ouais. Ah, vraiment intéressant. Donc un petit peu de pub pour Viliz à Paris. Et la boîte à Montpellier, on mettra le nom si on la trouve. Non, je l'ai, mais je préfère faire de la pub pour l'autre. Ah, ok. Ok, bah parfait. Je pense qu'on peut passer sur la... beaucoup, non? Non, mais c'est parfait. Non, mais continue, parle encore plus. C'est hyper intéressant en plus. Parce que je pense que je vais moins parler. Petit à petit, là, ça sera un mot à peu près. Non, oui. Oui. C'est pour ça, à la fin, c'est un oui ou non. Ok. N'hésite pas à me piquer ta carte. Ta carte? C'est ça. Quand t'es en train de parler comme ça, je te la change. Ah ouais, c'est pas bête ça. Bien vu. C'est des génies. Déjà. Il y a une organisation incroyable. Pendant qu'on tourne, c'est ça qui est beau. Ça sera juste pour le vlog, les scènes comme ça. Je pense que vous devriez sortir une version non montée. En vrai. Peut-être. Ouais, en vrai, c'est possible. Oui, t'as raison. Bah, pour l'instant, c'est clean, non? Ça va, hein? Ouais. Ça va. Si on regarde face cam, ça va. Non? Mettez-le en commentaire si ça va. Lâchez les pouces. Putain, vous êtes. Ça se voit qu'on a des années d'écart. Pourquoi? Vous avez cette. Vous avez ces réflexes de youtubeuse mode, de regarder la caméra, de faire la petite interlude qui vient, ou de dire ah ça machin. Moi je l'ai oublié moi la caméra. Mais c'est parfait, oublie-la complètement. C'est parfait. Clairement pas, vous êtes. Non mais on sent que ça fait. Les mecs ils ont une partie de leur attention sur ce qu'ils font, ils n'ont pas. Ça fait pro quoi.
on essaye. Nous, c'est comme Alors, si on bossait là. là, on est au boulot. Hein. C'est pas du tout une partie de plaisir ce qu'on fait là. Ah bah, je suis confiant. La mango habanero, C'est qui là où sent super bon. Mangue, ok. C'est un dessin. Alors, je le prendrai pas en dessert, mais on sent pas trop la mangue. pas trop la mangue. Hein. Mais par contre, j'adore l'odeur. J'ai vraiment peur pour l'aspect piquant. Alors là, du coup, on monte à 15 000 Scoville. Ouais. Ah, attention, elle est très liquide. C'est la mangue habanero J'allais faire un truc, j'allais. Ouais. heartbreaking. Ouais. Attention, ne surtout pas s'en mettre dans les yeux. Hein. Alors, attends. Non, je plaisante, bien sûr. C'est du cinéma. Là, t'as fait un petit regard cam là. Non, j'ai fait un regard à mes pieds. Qu'est-ce que je fous là? Ouais, petit regret quand même. Hein. Puis regarde. Ah, on est chez toi, hein, donc. Le petit trémolo dans la voix, oui. Je suis ravi de vous accueillir. Bah, on est ravis Mais de venir. merci à Et toi. c'est vraiment une belle maison. Je suis ravi de ne pas avoir à reprendre la route après ça, surtout. Alors, ça, c'est la Ok. chose. On compte dormir ici. Ok, bon, bah, c'est parti. parti. Du coup, attends, je recommence la ligne du bas pour éviter de faire un. Ouais, si tu veux. Je prends toujours la ligne du bas, je prends toujours la ligne du haut. Allez, on est parti. Allez, tiens, Flo. Ça va. Ouais. Ça revient un peu après, je pense. Elle pique à peine plus. La 2 m'a fait peur, la 3, on est. Ouais, je suis d'accord. On est bien. Elle est très bonne. C'est très très bon. Elle est très très bonne. Moi, Le je poulet pense qu'il faut pas suivre aux apparences. Attention, des fois, il y en a qui montent Ouais, plus tard. c'est possible. Du coup, tu nous as parlé de Quenzi. Mhm. Et Quenzi, c'est la première boîte que tu as fermée. Ouais. Du coup, comment tu as vécu ce fait de fermer ta première entreprise un peu Est-ce que ça a été un moment douloureux ou c'était assumé, tu t'es dit bon, tant pis? J'étais longtemps dans le déni. Ouais. Parce que quand tu fermes ta boîte, tu peux faire traîner des trucs très longtemps. Et pendant longtemps, elle n'était pas fermée, elle était mise en sommeil. Ok. Et parce qu'on quelque part, on peut se dire, on va revenir. Un jour, on reviendra. Après, quand on l'a mis en sommeil, quand on l'a vraiment fermé, on a quand même gardé un petit package avec tout le concept, tous les outils qu'on a depuis en disant, il y a une V2 qui se... Voilà. Mhm. Et en vrai, après, au bout d'un moment, il est enterré, il revient pas le problème. Ok. Mais ça c'est... Il y a le truc, il y a le fait que il y a un truc sur lequel tu as beaucoup bossé. Et t'as mis... Pour le coup, en plus, j'ai mis beaucoup d'énergie de moi dans le projet, quoi. Peut-être plus que dans les autres. Mhm. Et enfin, dans les précédents à l'époque. Et donc là, il y a ce côté un peu émotionnel, quoi. C'est un peu un projet dans lequel tu as mis beaucoup de sueur et beaucoup de temps perso. Et de l'argent. Et il y a le côté, et ça, je ne sais pas si vous avez ça en tant qu'entrepreneur, mais souvent, quand tu dis à des gens qui ne sont pas entrepreneurs, qui ne sont pas à leur compte, que tu es entrepreneur, ils ont une vision de toi, certaines choses, et si tu leur dis que tu as une boîte que tu plantes, ils ont une autre vision qui est très différente, et c'est un peu, pas une honte, mais il y a un côté, tu sens que si tu dis à quelqu'un qui n'est pas du tout dans l'entrepreneuriat, comme ça, bah, cette boîte, elle a déposé le bilan, on te met tout de suite dans une case de moitié mais t'es en dépression, moitié t'es un gros loser, il y a vraiment, alors que typiquement une boîte comme Quenzi, on prenait un risque et on savait qu'il y avait une grosse part de chance qu'on n'arrive pas à le sortir le projet. Si tu montes une agence immobilière, une boulangerie, c'est différent. Encore une fois, tu montes un truc, tu l'étudies, si tu te plantes, peut-être t'as mal fait. Hein. Oui, il y a déjà un modèle qui est Ouais. établi, et a priori Ouais. ça fonctionne comme ça. Mais du coup, il y avait un peu de ça. Il y avait moitié, ça fait vraiment chier de fermer le truc, et moitié, Ouais. j'assume pas trop, quoi. Et, Ouais, donc c'était vraiment par rapport aux autres, l'aspect. Enfin, il y a cette première partie par rapport à soi où tu t'es donné à fond, ouais. et t'as l'autre côté où tu dis en plus il va falloir l'assumer devant tout le monde, Ouais, qui vont c'est pas ça. forcément comprendre pourquoi j'ai fait ça, quoi. C'est ça, et typiquement, bah, ma conjointe qui est pas du tout dans l'entrepreneuriat, si je lui dis que j'ai passé 2 ans à bosser 80% de mon temps sur un projet, j'ai essayé à l'époque toutes mes économies, et que c'est pas grave, et que si demain il fallait recommencer, je recommencerai, ils comprennent pas forcément le délire. Ouais, la prise de risque. Mais voilà, du coup, bah, de toute façon, fermer une boîte, ça fait chier. Après, c'est hyper... ça remet un peu des choses en place, parce que souvent, quand tu commences à entreprendre, tu rentres dans des espèces de microcosmes et de bulles de mecs... ouais, on va lever des fonds, mais si ça, on va faire des trucs. Tu sais, c'est un peu la Startup Nation. Ouais, t'étais dedans à fond. Pas tant que ça, mais t'es dans cet écosystème. Ouais. De jeunes hipsters connards de droite. Tu vois, c'est un peu un mélange de plein de trucs. Ouais. Et ouais, je sais pas, en tout cas,
c'est pas agréable, mais c'est super formateur pour la suite parce que ça te donne prendre du recul sur tout ça. Ok. Et quand t'es la tête dans le guidon, que t'es au milieu de ton boulot, et puis au milieu de tous ces bullshit aussi d'entrepreneurs de machin, Ouais. tu recules, tu vois ce qui a marché, ce qui a pas marché. Il y a des trucs, tu dis, mais c'est évident que j'aurais pas dû faire comme ça, mais quand t'es dedans, tu vois. Ouais. Ouais, quand t'as pas le recul nécessaire, c'est compliqué. Et tout ce que t'espères, et ce que tu peux en tirer, c'est que le projet suivant, tu refasses pas la même boulette, quoi. Et en plus, il y a des erreurs typiquement que tu fais, tu sais que tu les fais, pratiquement. Enfin, tout le monde te dit, fais pas ça, fais pas comme ça. Au fond, toi, tu dis, peut-être que pour moi, ça marche. Non, mais faut que je le fasse comme ça. Et tu plantes, et tu dis, ouais, on m'avait dit, mais fallait que je fasse ma connerie. Bon, voilà, c'est comme ça. Ouais, je pense que ça aide d'être entouré justement de personnes qui sont pas du tout dans l'écosystème entrepreneurial et qui ont une vision un petit peu autre. Ça permet que toi, tout ton aspect entrepreneur où tu es vraiment à fond dedans, tu te donnes corps et âme, il soit un petit peu remis en question aussi par tes connaissances. Exactement. Et ça permet de prendre un peu de recul. Parfois, je sais que pour moi, ça fonctionne pas mal comme ça. Le fait c'est ça, c'est si tu arrives à expliquer à quelqu'un qui connaît pas ton métier ce que tu fais, pourquoi tu prends telle décision, c'est que tu es bien avec cette décision, c'est que tu l'as mûrie, c'est que tu l'as comprise. Si ta grand-mère ou ta mère te pose la question en disant mais pourquoi tu essaies de lever des fonds et que tu sais pas lui répondre, et c'est qu'en fait peut-être que tu es dans ta bulle, quoi. Si t'as pas la réponse directement, c'est que je suis complètement d'accord. Mais du coup, t'as mis du temps à assumer le fait de terminer Quanzi. Bah, en fait, le truc c'est que ça c'est un peu le jour où on a dit on arrête avec mon associé, c'était officiel, on était tout le monde, on était dans un incubateur, on était entouré et tout à l'époque. Donc clairement, il y a eu quand même un moment net où officiellement on bossait plus dedans. Après, c'est plus un truc personnel. Pendant longtemps, je me suis accroché au fait que non, mais ça, je le referai. C'est un peu les mecs qui se disent non, mais mon ex, je vais la récupérer, tu vois. Je pense que ça y a un peu de ce délire-là. Que ça marche jamais dans les deux cas. Peu importe de quoi on parle. Et du coup, je pense qu'il y a un peu de ça. Et c'était pas un truc à assumer auprès des gens, c'était plus moi de me dire, ok, je l'ai foiré ce coup-là, tu vois. Voilà, okay. Très intéressant. Je parle beaucoup parce que je fais durer là. Je veux pas mais c'est vachement intéressant. Je veux pas que ça arrive parce que là, ça commence à. Ça se rapproche petit à petit. Donc vous avez dit ces trois-là, c'était cool. Ouais, ces trois-là sont cool. Là, ça commence à être un peu. Là, on est à 20 000. Donc sur le papier, c'est pas énormément de plus que la sauce d'avant. Équivalent à Larissa, là. Okay. Voilà. Mais a priori, elle est faite pour un peu plus piquer quand même. Même s'il y a que 5000 scoville de plus, il y a petit crâne quand même qui est bien là. Ouais. Donc bon, on peut se douter que ça va piquer. Et puis la couleur est pas très rassurante. Elle ressemble à celle-ci. Ouais. C'est les vertes. En Scoville, elle va d'ailleurs, celle-ci, c'est vrai. Donc qui est la dernière verte qu'on va goûter. Il n'y en a que 3 sauces vertes, après c'est les sauces rouges. C'est le purée d'ortie. Celle-là, a priori, c'est la meilleure. On a vu une au niveau du goût, qui est la meilleure des vertes. Voilà. En fait, l'anecdote, c'est donc l'échelle de Scoville, issue de Johnny Scoville. Ah, pas mal. Ouais, j'aime bien. Et en fait, on a vu donc une vidéo de testing par rapport à cette sauce-là qu'on va tester, où Johnny Scoville dit que c'est l'une de ses préférées. Alors, attention. J'ai sorti cette anecdote en soirée. Ok. Quelqu'un m'a dit, mais non, je crois pas. Et effectivement, non, pas du tout. Il n'existe pas. Non, c'est pas. En fait, c'est un pharmacien de 1950 qui a inventé l'échelle de Scoville. Oui, bah du coup. Johnny Scoville, il a repris le nom en fait, juste Scoville pour le buzz. C'est vrai que j'ai pas été jusqu'à là. Parce que le mec était hyper connu sur YouTube, s'appelait Johnny Scoville, donc j'ai tout de suite fait un. Par contre, le crâne, faut pas. Attends. Putain. Ouais, j'avoue. Parce que si le crâne a de la sauce dessus, ça te va comme ça? Oui, je pense que ça te va. De toute façon, 20 000, hein. Au pire. Hein. Hop. Eh ben, messieurs. Attends. On va refermer bien. Il y a des vapeurs. Il y a des vapeurs toxiques dans la pièce. J'espère qu'on pourra aérer après. Eh ben, c'est parti. Donc, comment elle s'appelle celle-ci? Alors, celle-ci, c'est la sauce au piment Jalapenos Blair. Ok. Et c'est 20 000 Scoville. Ouais, c'est parti. Voilà. Du coup, à la fin de Quanzi, tu rejoins donc une autre startup qui s'appelle Apartessence. Ouais. Donc, une agence immobilière avec une forte dimension sociale et solidaire, puisqu'elle aide toutes les personnes qui ont du mal à se loger et qui sont mecs sont solvables. Voilà. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans cette entreprise? Je vais boire un petit coup. Je la trouve excellente celle-là. Elle est bonne. Ouais, en vrai ça va. Ah ouais. Ça commence à piquer un peu, mais en vrai ça va.
Honnêtement, celle qui m'a le plus arraché pour l'instant, c'est la deuxième. Hein. Par contre, c'est vrai qu'elles sont bonnes, hein, les vertes. Elles sont excellentes. Apart Essence, c'est une société qui a été montée par une amie et son conjoint, cofondée avec son conjoint et d'autres personnes qui ont beaucoup participé. Et le projet, je le trouvais trop cool. Et je les ai. Alors, j'aurais fait des coups de main parfaitement modestes à la hauteur de ce que je pouvais faire. Et pendant un temps, j'ai même bossé chez eux. Ils cherchaient quelqu'un pour un certain poste. Je suis allé en interne chez eux quelques temps pour prendre ce poste avant que ça soit pris par un vrai pro, mais pendant la première période de mise en place et tout, j'ai essayé d'aller apporter un peu d'aide. Ce que je trouvais fascinant, c'est que ce projet, j'aurais jamais pu le monter moi. C'est Caroline qui l'a monté. Et parce qu'il faut avoir à la fois des connaissances du monde de l'immobilier slash social qui est vraiment particulière. Faut avoir elle a une boussole, Caroline, pour tenir ce projet qui est assez incroyable. Et elle n'a pas eu que des moments faciles, parce que quand tu fais de l'immobilier à vocation sociale, mais que c'est un projet privé quand même, que c'est pas un projet qui va chercher le fonds public, mais que tu appelles... Enfin, c'est vraiment un truc à cheval entre toute cette partie de l'immobilier financé par l'État ou par les collectivités, et cette partie de l'immobilier juste où c'est l'oseille qui fait tourner toute l'histoire. Elle est vraiment entre les deux. C'est hyper compliqué de ne pas partir dans un sens ou dans l'autre. Parce qu'à des moments, ça aurait été facile d'abandonner un peu son modèle de départ, d'aller chercher des fonds publics. Ouais. Ça aurait été facile aussi de dire ok, on fait des trucs un peu moins gentils, mais on va chercher vraiment de l'oseille auprès d'investisseurs. Elle a gardé cette ligne entre les deux. C'est vraiment une brique qui manque dans notre société, c'est trop cool ce qu'elle arrive à faire. Ils n'ont pas que des moments faciles, parce que voilà, il y a eu le Covid qui est arrivé en plein milieu de leur projet. Donc c'est une difficulté en plus. Mais voilà, ce projet il est fascinant, les gens qui l'ont développé sont incroyables, et j'espère que c'est un projet qui va perdurer longtemps. Ouais. Ils sont encore en... Ouais, ils ont des difficultés, un petit peu, comme beaucoup de boîtes, mais Apart Essence existe toujours, loue des appartements, permet à des centaines de gens de se loger. Et donc le concept c'est quand même de permettre à des gens qui sont issus de la location de se loger. Donc les CDD, les intermittents, les indépendants. Les freelances, ouais. Et parce que aujourd'hui, l'immobilier est devenu tellement compliqué que la manière de louer, si t'as pas un CDI, tout de suite tu tombes dans un truc où il faut aller un peu jouer des coups, trouver des coups. Et surtout dans les grandes villes, surtout à Lyon où ils sont implantés. Lyon, le marché de l'immobilier, il est cataclysmique pour trouver une location. Et si tu arrives sur le marché immobilier lyonnais et que tu es en CDD, ou juste même des gens en CDI mais qui viennent de changer de job, qui sont en période d'essai, c'est impossible de se loger correctement, quoi. Complètement. À moins de trouver la perle rare d'une personne qui loue hors agence, qui accepte, machin. Mais c'est rarissime, et puis il y a tellement de demandes. Bah moi, du coup, avant de venir à Lyon, j'étais à Paris. Et j'ai eu beaucoup moins de mal à trouver à Paris au final qu'à Lyon. Parce qu'à Lyon, j'ai commencé du coup à monter la première agence qu'on avait quand je suis arrivé à Lyon. Et du coup, j'étais en CDI depuis 2 mois. C'était impossible de trouver un logement complet. J'ai dû effectivement passer par le Bon Coin et tout, ce qui n'est pas forcément le top. Mais c'est vrai que ça a complètement sa place. Quand un truc comme Apart Essence, c'est logique, quoi. Et puis et en plus, hein, c'est vraiment un concept qui est vertueux, parce que la magie d'Apart Essence, c'est pas que y a des gens qui louent moins cher ou qui... Non, c'est vraiment juste que les gens ils créent de la confiance entre les gens. Donc les propriétaires qui confient leurs apparts à Apart Essence, c'est des propriétaires qui acceptent de ne pas avoir des gens en CDI chez eux. Mais c'est tout. Après, les locataires. Grosse prise de risque quand même pour les propriétaires. Non, parce qu'il y a les mêmes. Au final, Apart Essence a réussi à mettre en place le fait que les propriétaires ont les mêmes garanties que pour les CDI, parce que ils ont suffisamment créé de confiance entre les gens et suffisamment fait de pédagogie et aux propriétaires et aux locataires pour qu'ils n'aient pas d'impayés. Ils ont toujours eu 0 impayé. Ça fait maintenant des années, 0 impayé. Des agences immobilières qui ont 0 impayé, j'en connais pas d'autres. Et pourtant, c'est une agence qui loue justement à des personnes qui sont supposément moins solvables. Mais en fait, le problème de solvabilité, c'est pas d'être en CDI ou pas en CDI, c'est une question d'éducation, une question de confiance avec ton propriétaire, et pour ça, ils sont très forts. Donc, longue vie à eux. Et toi, du coup, juste sur la fin, pourquoi t'as quitté Apart Essence au final ? Alors, c'était pas mon projet Apart Essence, hein, c'était le projet de Caroline et Thierry, du coup, que je vienne un peu bosser temporairement avec eux, que je participe, que j'essaie d'apporter quelque chose au projet
à ma modeste échelle avec grand plaisir. Après, c'est pas mon bébé à moi, quoi. Ouais, t'es pas rentré en fait en tant que salarié, t'es rentré en tant Alors, qu'ami qui même- aide à faire. alors, il y a eu plein de choses. J'ai été actionnaire de la boîte, je suis toujours actionnaire de la boîte. Bravo. J'ai été salarié de la boîte à un moment. Ok. Et je suis toujours sympathisant et support de ce projet, ça je le serai jusqu'au bout. Voilà, des choses, enfin avec mon agence, quand j'ai pu faire des choses pour eux, je l'ai fait. Et voilà. Mais c'est quand t'es entrepreneur, c'est le bébé d'un autre, ça. Ouais. Donc, je viens prendre en vacances, mais je peux pas le garder à l'année, tu vois. Beau parallèle. Ok, bah, hyper intéressant. Mais c'est vrai que le concept, on sent qu'il a sa place dans l'écosystème. Ouais. Complètement. On va passer à la sauce. Alors, on reste sur la même marque. Il y a Parce qu'on est un toujours crâne. sur une Blers. Il y a Ouais. encore un crâne. Mais celle-là, c'est la Original Death. Donc la mort originelle. Ok. Alors, j'ai regardé. C'est la première qu'ils ont sortie. Ok. Donc, voilà. Ah ouais. Ils ont commencé par celle-là. C'est à l'époque où il n'y avait pas toutes les normes. Il y a un peu de plomb dedans. Enfin bon, Exactement. il y a deux, trois trucs. On l'a récupéré de la cave. Ah, il paraît qu'il ne faut pas boire d'eau avec les piments, c'est vrai? Ouais. Bah, alors moi, Ça doit je être sais pas. J'ai vu sur. Alors, on a demandé à ChatGPT pour savoir ce qu'il fallait prendre. Chantilly et tout, c'est ChatGPT. Lui, il conseille de l'eau glacée. Ok. Ouais. Elles sont pas glacées, celles qu'on a. Pas du tout Mais ça. moi, on m'a toujours dit que l'eau, c'était pas terrible pour le piment. Ouais. Donc, et les oranges, celle-là, ça est à quoi? Alors, celle-là, elle est orange et on tombe sur du 30 000 Scoville. Donc, plus 10 000. Niveau senteur, Ça c'est reste à peu du, près comme euh, l'ancienne, je trouve. Comme celle d'avant. Ouais, je trouve. Ah ouais. Ouais, carrément. Après, il y a 10 000 Scoville de Ah, plus. pourtant, mais c'est on verra. c'est pas les mêmes piments à l'intérieur. Intéressant. Parce que lui, c'est le piment chipotle et l'autre, c'était le jalapenos. T'as fait espagnol première langue? Quatrième. Je sais pas si ça s'entend, mais. Attends, je vais Oula, juste décaler ça. très liquide. Alors attends, faut la T'as mélangé? Alors. Vraiment, c'est là qu'arrive l'accident. Vraiment. Bah là, ça va commencer à piquer normalement. Ouais. Ouais, mais c'est. Disons que le passage est à la suivante. Le vrai gros passage. Ok. Le vrai gros passage. Je Mais confirme. je suis rassuré. Ok, pour non, elle est l'instant, très liquide. Bah, pour l'instant, ouais, je suis un peu déçu sur la hype qu'on a eue depuis tout le début. Non, attends, t'inquiète Mais pour l'instant, on n'est même pas au milieu. Donc, pas. Ouais, voilà, c'est ça. Dis pas ça trop vite. Tu rediras ça à la Tu toute dis fin. ça parce que tu t'es pas frotté les yeux. Maintenant, on va faire ça. Alors. Putain, oui. Ouais, elle est Pétard. très- elle est très liquide, ouais. Je comprends l'aspect liquide maintenant. Bon, Ah oui. pétard. c'est de la sauce chinoise, mais en version très très liquide. Quoi. Bah, à mon avis, ça a fait fondre toutes les parties un peu dures. Attends, c'est une sauce fongicide, c'est ça? Ouais, bah après, je pense que tu peux refaire tes joints de salle de bain avec. Ouais. Allez, c'est parti. Allez. Attends, je te laisse prendre ta sauce aussi. Allez. C'est vrai que moi j'ai triché à celle d'avant. On commence à envoyer un peu du steak là-dedans. Un peu, ouais. Alors, du coup, on va attendre un peu. Prends du temps hein, pour poser des questions. Ouais, celle-là, c'est déjà autre chose. Hein. J'ai pas envie de prendre trop de temps non plus pour. Bon, du coup, t'as fait un premier virage à 180 degrés au début de ta carrière quand t'es passé du nucléaire à l'immobilier. Ouais. Et en parallèle, t'as part essence. À part essence, tu peux dire en français. Essence, ok, désolé. À part essence, t'as créé ton statut de freelance développeur web. Mm. Sauf que à aucun moment de ta carrière, a priori, t'as appris à développer, de ce qu'on a vu en tout cas. D'où ça t'est venu Comment tu veux me prendre Parce que bon, t'as fait bosser, t'as vraiment de la merde. Bah, l'immobilier, Non, ça va mais pas attends. trop pour moi. On va passer au lait. Juste pour être Au sûr. lait, carrément? Bah, juste pour être tranquille, ouais. Et à la moitié, J'ai pas hein. d'eau, moi. Elle est pas mal, hein. T'as pas d'eau? Non, mais ça me va très bien le lait. Mais il y a de l'eau là. Hein. Ouais, mais... Mais je veux pas. t'as Non, pas non, mais pensé, tu, hein. C'est pour vous. Je vais en Hein. prendre un peu aussi. tu m'influences. Si tu veux mettre de la chantilly dedans ou du miel. Là, Vas-y, tiens. Ça, déjà. Merci beaucoup. Donc, David, oui. où est-ce que t'as appris à coder et surtout, quand ça, pourquoi? Pourquoi cette envie de faire du freelance développeur? En fait, je suis ingénieur à la base. Donc mon kiff, c'est quand même de résoudre des problèmes techniques. Et ce que je faisais chez Areva, ce que je faisais plus après mon immobilier. J'avais envie de retourner un peu sur mes... ça pique. J'avais envie de Ça retourner pique, un peu sur des choses plus techniques, plus concrètes. Ok. Et j'avais fait un tout petit peu de dev pendant mes études, mais un petit peu. Puis comme je suis vieux, à l'époque, le dev, c'est pas ce que c'est aujourd'hui. Je faisais d'une manière un peu plus traditionnelle de développer. Quand on a monté Quality avec mon associé était développeur. D'accord. Et ça a développé en moi une énorme frustration de ne pas comprendre ce qu'il faisait. Vraiment. Donc j'étais vraiment pas content. Ça me saoulait
Bah déjà, enfin, alors, on s'est très bien entendu et du coup, on avait chacun vraiment nos domaines de spécialité. Mais j'avais cette frustration, j'aurais préféré qu'on soit plus tous les deux compétents sur tous les sujets et pouvoir en discuter qu'avoir chacun son domaine de compétences. Quoi. Et donc ça fait naître une vraie frustration. Et du coup, après Quincy, quand Quincy s'est arrêté, j'avais toujours d'autres activités à côté qui me faisaient vivre, mais j'avais eu un peu de temps pour faire autre chose. Et j'ai commencé à me reformer du coup. Ouais. Vraiment pour moi au début, pour commencer à bricoler les trucs, pour pas avoir besoin d'appeler un freelance dès que j'ai besoin d'un truc. Quoi. Donc j'ai commencé à remettre un peu les mains dedans petit à petit, d'abord avec Open Classroom pour commencer. Et en fait très vite j'ai kiffé ça, je me fais vraiment beaucoup. À l'époque je bossais en coworking à Lyon et j'avais plein de potes qui étaient développeurs, donc ça m'a joué aussi, ils m'ont tous un peu monté le cerveau. Et à point qu'au bout d'un moment, un copain me dit bah si tu veux, viens bosser un peu avec nous. Et en fait ma vraie formation je l'ai faite avec lui, avec Bart, qui était à l'époque dans une start-up. Et je lui ai dit bah moi, trop cool, le deal, je bosse 2 ou 3 jours par semaine avec toi. J'avais 2 ou 3 jours par semaine, j'avais besoin de faire tourner mes autres activités. C'était pendant que tu étais chez Appartenance ? Non, c'était après non, ça. c'était Appartenance, en fait, c'était une parenthèse au milieu de tout ça. Ok, d'accord. J'ai fait du dev, j'ai fait un peu Appartenance et puis j'ai refait du dev. Ok, ça marche. Ouais. Et pendant il y a un an et demi, on a bossé. Alors, parfois je bossais un peu plus, parfois un peu moins avec lui en fonction des autres activités, c'était pas ma priorité du coup. Ouais. Mais le deal avec lui, c'était bah, ok, bah, tu me prends, je suis ton stagiaire, t'as même pas besoin de me payer, je viens bosser avec vous. Et par contre, tu prends un peu de temps pour m'expliquer des trucs quand. Voilà. Et Open Classroom plus Bart, au bout d'un moment, en fait, tu sais faire. Et non pas Bard, hein. Non, non, il n'existait pas encore, Bard. Et en fait, très vite, l'avantage du dev aujourd'hui, c'est que c'est à la fois l'avantage et un truc pénible, c'est que les technologies évoluent super vite. Ouais. Donc si tu te mets aujourd'hui sur une technologie et que tu t'accroches pendant 2-3 ans, potentiellement même des développeurs expérimentés qui font du dev depuis 10 ans qui ne seront pas mis dedans, tu seras plus compétent qu'eux pour certaines choses. Alors, je vais dire ce que je dis, c'est pas en un an que tu deviens un bon développeur. Il y a forcément des trucs autour du langage sur lequel tu bosses, autour des objets, des frameworks que tu utilises, sur lesquels tu auras des lacunes par rapport à des mecs expérimentés. Mais déjà, tu peux commencer à rentrer dans le game. Quoi. Ouais. Et toi, du coup, ce qui t'a aidé, c'est la logique que tu avais en ingénieur. Du coup. Quand tu as fait ingénieur, ça a dû t'aider. Ouais, après, en fait, quand tu fais du dev ou que tu bosses sur des schémas électriques ou sur de la plomberie, c'est la logique. En fait, c'est les mécanismes logiques sont les mêmes. Ça reste des maths derrière, en fait, finalement. C'est du et, du ou, du voilà. C'est des valeurs, et en fait, que tu fasses après de l'informatique, que tu fasses de la chimie, que tu fasses de l'électricité, que tu fasses tu bosses sur n'importe quel champ, même de la biologie, des choses comme ça, tu as quand même des choses que tu peux réutiliser d'un univers à l'autre. Ouais. Donc c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui est ingénieur, même pas dev, de se mettre au développement que un gars qui était littéraire, qui était sur des choses très différentes. Quoi. Oui, parce que c'est toujours de la logique au final, c'est juste la façon d'écrire, d'où le terme de langage d'ailleurs. C'est vraiment un langage, hein. Voilà, c'est vraiment comme d'apprendre l'anglais, t'apprends le JavaScript, c'est pas pareil, c'est pas la même finalité, mais il y a vraiment de ça, quoi. Et t'apprends des termes, t'apprends des façons de parler, des façons de... Voilà. Ok, du coup t'as tellement accroché que tu t'es mis à fond dedans. Bah après j'ai commencé à en faire du coup de manière professionnelle. J'avais toujours mes activités, des activités IMO qui tournaient. J'ai commencé à faire du freelance. Quand la boîte de Bart, c'est quand il est passé à autre chose, je voulais continuer un peu, donc j'ai commencé à en faire en freelance. Okay. Et ça s'est super bien passé. Au début, le premier, j'y allais en me disant alors ce que ça donne quand même voir parce que j'ai bossé avec des potes jusqu'à maintenant. Donc, ouais. Et en vrai, non, t'avais l'expérience suffisante pour le faire. Ouais, à partir du moment où t'es un peu sérieux. Alors après tu prends pas n'importe quel projet. Mais il y a déjà un niveau moyen qui est pas forcément. Nous on voit toujours le top quand t'apprends les trucs, tu dis ce qu'il fait là sur ce vidéo, ce qu'il est en train de m'expliquer, c'est chou quand même. Et mais en fait, tu vois chaque fois le top, mais le niveau moyen de ce que sont capables de produire les développeurs en freelance, déjà dès le début, je me suis dit, ok, ça s'enlève un peu des complexes, le syndrome de l'imposteur. Et après, en fait, c'est surtout, est-ce que tu vas progresser, quoi. Faut pas s'arrêter de progresser si tu veux vraiment durer. Il y a beaucoup c'est un peu la mode maintenant depuis quelques années, des bootcamps qui te forment en 6 mois à faire du dev. Alors, t'es pas vraiment développeur en 6 mois, mais tu commences à savoir faire des trucs. Ouais. Et tu peux intégrer une équipe, et être junior dans une équipe,
et continuer à progresser. Ouais, ça permet d'avoir toutes les bases nécessaires, de comprendre un peu la logique du langage et tout ça. Ouais, ça te file une première boîte à outils que tu peux déployer sur un environnement bien précis. Tu sais pas tout faire au début, mais sur un truc bien précis, tu peux. Et en fait, quand je suis arrivé sur le marché tout seul, en freelance, par rapport à ces mecs-là, moi j'avais une formation bien mieux, quoi. Parce que c'est bien mieux de passer 1 an avec un pote qui t'explique des trucs, 6 mois dans un bootcamp, avoir des vidéos YouTube. Même si des choses très bien, mon frère a fait ça, et maintenant il est développeur aussi. Même toi, peut-être l'aspect concret que tu avais eu, du coup, parce que ce que tu faisais, c'était pour une startup qui avait des besoins derrière réels et concrets. Ouais, ça joue aussi. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les ressources, tout est en ligne. T'as pas à faire n'importe quoi, tout est en ligne. Tu vas prendre ce que tu veux. D'ailleurs, ce que tu utilises, ça change tellement vite. De toute façon, même si tu l'apprends dans une école aujourd'hui, dans 2 ans, ça sera plus tout la même chose. Même l'intérêt à faire ta veille. Même le COBOL. Le COBOL, ça change pas, mais du coup, plus personne ne l'utilise. Donc en fait, ce qui change, c'est que ça a été remplacé par d'autres choses. COBOL, c'est quand même encore un peu utilisé, mais de moins en moins. Ça fait tourner quand même nos architectures bancaires en majorité encore. C'est pour ça que personne ne veut le toucher, parce que ça marche, on touche plus. mais par contre, ouais, ça évolue super vite. Et du coup, aujourd'hui, si tu vas apprendre à être développeur, faut apprendre un premier langage et des premiers outils qui permettent de faire des choses. Mais la vraie chose que tu as besoin de te mettre en tête, c'est pas d'apprendre ça par cœur, c'est d'apprendre à apprendre tout le temps. Parce que t'es dépassé au bout de 2 ans sinon. Je pense qu'aujourd'hui, tu prends un dev très expérimenté, un mec qui a fait du dev pendant 20 ans, mais qui bouge pas de ce qu'il fait. Et tu prends un mec qui pendant 2-3 ans va bosser sur des technos un peu de pointe. Après, tu les mets sur des projets récents qui sont développés avec des technos modernes. Le second sera bien plus performant. Le premier va très vite rattraper son retard s'il s'y met. Mais il faut avoir envie, il faut avoir la plasticité cérébrale de faire ça. Voilà. Et je pense que le plus important, c'est vraiment d'apprendre à apprendre dans ce domaine-là. Du coup, c'est très facile. À partir du moment où tu t'y mets que t'es sérieux, ça va. Et en plus, toi, du coup, si je comprends bien, c'était pas une volonté de quitter l'immobilier pour en faire ta carrière, c'était vraiment par passion. Franchement, c'est un hasard. En fait, c'est au début, c'était vraiment pour moi que j'apprenais, pour faire des trucs pour moi, quoi. Et en me disant, sur mes prochaines boîtes, je pourrais commencer à faire des premiers trucs tout seul. Je comprendrais enfin ce qui se passe. Ouais, je comprends. et après, je paierais des mecs pour le refaire bien. Donc c'était un peu mon truc de départ. Et encore aujourd'hui, alors on parlera sans doute après, j'imagine, mais aujourd'hui, je fais beaucoup plus de dev. Mais je sais que dans quelques années, sans doute, je remonterai des boîtes et ça me permettra de faire mon truc de départ. J'aurai toujours des devs meilleurs que moi qui viendront m'aider après, quoi. Mais voilà. Oui, parce qu'en plus de l'idée de pouvoir développer soi-même, il y a aussi l'aspect de comprendre, quand on paye un développeur, de comprendre ce qu'il fait et qu'il va pas nous raconter n'importe quoi et essayer de nous prendre du temps, quoi. Ouais, puis quand j'ai commencé à m'intéresser au dev, quand j'ai commencé à monter l'agence immobilière et que j'avais vraiment aucune notion de dev à part ce que j'avais vu à l'école il y a longtemps, les mecs ils pouvaient me raconter n'importe quoi, et puis du coup pour prendre une décision c'est compliqué, quoi. Tu prends la décision avec les éléments que t'as, et les éléments c'est le bullshit de 3 mecs différents. C'est ce qu'on a voulu te donner, quoi, du coup. Et quand je vois des décisions que j'ai payé des mecs pour faire des choses ou des trucs, je me dis mais quelle bande de connards. On a le droit de dire connard, ouais. Oui, c'est bon, y a pas de souci, mec. J'ai pas le droit. D'accord, les bipèdes. Non, tu vois, en fait c'est là que tu vois, après là, si j'avais fait un petit effort de compréhension à ce moment-là, je me suis vraiment fait enfler là, sur des trucs. Non, mais le dev, je trouve que la problématique qu'on a quand on n'en fait pas du tout, et que du coup pour nous ça va parce qu'on a fait du dev à l'origine, mais quand on travaille avec des gens qui n'en ont pas fait, c'est pas l'aspect que c'est réellement compliqué, parce que dans les faits, si tu te concentres un petit peu sur ce que tu lis, tu peux le comprendre. C'est plus l'aspect que ça a l'air tellement compliqué que t'as pas envie d'essayer de comprendre. Il y en a beaucoup, j'ai l'impression que c'est cette peur de commencer à vouloir le lire et à essayer de le comprendre. Puis en fait, ce qui est vraiment compliqué dans le dev, c'est que des choses très simples, mais il y en a beaucoup imbriquées. En fait, c'est juste pris de manière unitaire, les problèmes de dev ou les technologies de dev sont relativement simples et compréhensibles et lisibles. Mais bosser sur un projet de dev, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte que c'est ça qui rend le projet compliqué. Et en fait, si tu n'as aucune notion de rien et qu'on te dit, tiens, fais un site internet, il suffit pas de savoir coder du HTML, du CSS, il y a plein de choses, il y a comment je vais l'héberger, il y a le design, enfin il commence à y avoir plein de trucs après, même connexes, qui peuvent être bloquants ou qui peuvent être intimidants. Et alors encore une fois, c'était il y a quelques années, de plus en plus ça devient accessible, puis maintenant on a des IA qui nous aident pour un peu tout. Mais quand même, ce qui est compliqué, c'est pas les choses en elles-mêmes, c'est la multitude de sujets simples qui s'imbriquent les uns dans les autres. Oui, c'est jamais complètement simple. Non. Clairement.
Ok, bah c'était hyper complet. Ouais. C'est très bien. Là, je crois qu'on va passer à la sauce. Là, on va commencer Qui est à le en gap. parler, là. Le gap de l'émission, Là, ouais. c'est la Zombie Snot. Ok, Donc la morphe de zombie, si je dis pas de bêtises. ok. Oui, c'est ça, Zombie Snot. C'est pas appétissant. Non, tiens, je vais te laisser le faire lui aussi. Euh, Ah non, mais vas-y. Je laisse faire. L'image, l'image sur l'étiquette, ça fait un peu mauvaise série B, pas. Complètement, ouais, je sans- pense que c'est avec l'idée. Ouais. Low budget. Tourné avec le truc de 40 minutes tourné avec un iPhone. Bah, je crois que c'est issu de ça justement. Donc, un extrait Ouais. tout de suite. Elle a l'air très liquide. Hein. Je l'ai mélangé un petit peu normalement. Je fais exprès pour les shorts. Ouh. Faut pas. Tiens, Ouais, t'as bien fait. dédicace à Mister V. Hein. Je fais pareil. Oh, vache. Non, en vrai, elle a l'air Je la pas mal. ressecoue un petit peu. Vas-y. Je ne peux plus la fermer. Ah. Pour l'instant, je suis content des sauces parce que je pensais réellement que ça allait pas être bon. Juste du Elles piquant. sont très bonnes par contre. Et elles sont vraiment Ouais. très bonnes. Ouais, complètement. La cinquième, elle commence un peu par contre à affoler le. Oui, mais toujours en étant bonne. Mais par contre, ouais. Là maintenant, on arrive dans le truc où le goût, on s'en fout. C'est ça, Oui, c'est je ce que crois ce que que- tu veux dire quoi. Que j'annonce. Je trouve que depuis le début, pour l'instant, c'est le même effet qui te montre en bouche, etc. Il n'y a pas d'effet qui te monte à la tête ou à la gorge ou autre. Ouais. Non, c'est rien. Non, mais ok. Je pense que ça va vite arriver. La, mais, la dernière, elle a commencé à. Ça commence à prendre. la dernière était pourtant, pas mal. pourtant, elles sont pas censées être fortes quoi pour l'instant. Ouais. Là, c'est. C'est là. Celle-là, elle envoie un peu de Là, sucre. on est à 50 000. Si je l'avale tout rond, il y a moyen de. Alors, attends, on va tout prendre en même temps, celle-là, histoire que. Hmm. Histoire qu'il n'y ait pas de. Allez, on tartine bien, on triche pas. Ouais. Ouais, non, là, il n'y a pas de triche. On partit bien. Messieurs. On vérifie tout Et ben, allez, hein. à l'autre. Hein. À la vôtre. Allez. Game of Thrones Team Oniria saison 2, suite du premier épisode. Je ne souviens plus. On retrouve notre nouvelle équipe pour la suite de leurs aventures. Donc, le scénario dans lequel ils viennent de s'embarquer va durer. Bon, je vais pas laisser le podcast en entier. Non. Quand même 2 heures. Il y a une vingtaine d'épisodes de 2 heures, donc si je vais taper. Et ben, on les met maintenant tous. Ou ça arrive un peu après ça. Bon, alors pendant un moment, t'as tenu un jeu de rôle. Je crois que ça me crée une carie. Ouais, bah, C'est rentré dans une dent. ça crée une deuxième après. Non. C'est l'effet boomerang. Ça chauffe. T'as eu un peu de succès sur Twitter avec cette série de podcasts. Tu comprends le concept de l'émission là. Et du coup, on s'est demandé, est-ce que c'était réellement un but d'en faire quelque chose, ces podcasts, un projet entrepreneurial, de réussir à avoir des sponsors ou une Non, grosse, de faire non. grandir la communauté en tout cas. Non, vraiment, alors vraiment pas. Il y a. J'ai fait Je passe au lait moi. Ouais. J'ai fait 2 podcasts. C'est le premier, je sais pas si vous êtes tombé dessus. Alors, Mais dans les il peut faits, plus être en ligne. j'ai trouvé que 7 épisodes là. Mm. C'est-à-dire que tu parles d'une saison 1, d'une suite à 7 épisodes. Ouais. J'ai rien trouvé en ligne. Il n'y a plus rien parce que j'ai arrêté de payer SoundCloud. Et j'avais fait un autre podcast avant, du temps de Quendy aussi. Ok. Et du coup, ils avaient 2 vocations très différentes. Celle du temps de Quendy, j'interviewais des entrepreneurs. Tu vois, c'est un truc un peu. Avec des sauces piquantes. J'avais pas de sauce piquante, j'étais un peu un ringard à l'époque. Ouais. J'avais pas ce concept de dire je vais faire quelque chose un peu stylé. C'était juste, on avait des micros, j'avais mon associé, et on recevait des gens de l'économie sociale et solidaire. À Lyon, c'est au moment où on montait Quenzy, ça permettait de nous aussi de nous nourrir, de rencontrer des gens. C'était un super truc pour rencontrer des gens qui ne voulaient pas se rencontrer sinon. Parce que t'as les patrons de boîtes un peu importantes. Tu vas les voir en disant ah on monte une boîte, on aimerait bien avoir un conseil machin, tu vois t'es gentil. Ouais. Et là par contre tu les appelles, tu dis, alors on interview les entrepreneurs successful de la région, venez, ouais, bah, oui je me libère, pas de soucis. Martine annule tous mes rendez-vous. Et du coup en fait on en avait fait une bonne vingtaine, peut-être une quinzaine. 15-20 ouais. Et c'était trop cool, on a passé des super moments. Zéro modèle économique, c'était pas l'idée, mais l'idée Ouais. c'était nous de créer de rencontrer du monde et puis Faire du réseau, ouais. Et c'était trop cool. Donc je suis là, c'est là qu'on s'est un peu équipé de micros, de ces micros-là d'ailleurs, date de Ok. cette époque-là, je pense. Et on avait bien aimé l'expérience, et c'est là que j'avais pour la première fois parlé dans un micro, je trouve ça cool. Ok. Et quelques années après, donc c'est un podcast génial qui est décédé depuis, qui s'appelait Studio 404, Mhm. duquel est issu un podcast qui maintenant a beaucoup de succès encore aujourd'hui, qui s'appelle Game of Thrones.
Studio 404, c'était une bande de geekos qui parlait des nouvelles technologies. Ok. Et dedans, il y avait une des personnes de ce studio qui s'appelle toujours Fibre Tigre, qui est créateur de jeux vidéo, D'accord. ou scénariste, plus ou moins de jeux vidéo. Enfin, voilà, c'est un peu quelqu'un qui est à la fois dans les lettres et dans le gaming. Et un épisode, il aimait bien les jeux de rôle, lui, et il a fait un jeu de rôle en 2 heures avec ses collègues, un épisode de Noël, je crois, un truc comme ça. Ils ont trouvé ça trop cool. Ils bossaient sur un projet un peu comme ça depuis quelques temps, et du coup, ça les a poussés à le lancer. Ils ont lancé Game of Roll, qui était donc toutes les semaines, il y avait 4. Alors, donc Fibre Tigre était le maître du jeu, Ouais. et il avait 4 invités qui étaient une espèce de team un peu qui restait dans le temps, quoi. Et sur un jeu de rôle à la Donjons et Dragons, mais avec des règles bien adaptées au podcast. Ils ont réfléchi pour que ça soit pas. Je sais pas si vous avez déjà fait des jeux de rôle. Jamais. T'as vite fait des longueurs, pendant 2 heures tu jettes des dés pour voir si ton épée elle va toucher le bouclier ou si elle va glisser dessus. Enfin bon, ça peut vite être relou quand t'es pas dans le truc. Mais eux ils ont vraiment fait des règles super simples avec le combat, tu jettes le dé, t'es mort ou t'es pas mort. Les tours de magie c'était des cartes à jouer, des piques, cœur, carreau, trèfle, en fonction de ce que tu tirais, c'était un sort différent. Ouais, c'était bien étudié. Ouais, ils ont vraiment bien étudié le truc. Et moi j'ai kiffé ça. Mhm. Et avec quelques potes, dans un bar un soir un peu sombre, on discutait et d'ailleurs c'était dans un bar à jeux à Lyon qui s'appelle l'Athénium. À côté de chez moi. Qui est à côté de chez toi, voilà. De bonnes raisons d'aller dans le coin. Et qui est très sympa, on était là, on est en train de faire des jeux, puis on s'est bien parlé de jeux de rôle, et puis on a parlé de ça, et je leur ai dit, moi c'est au chaud on le fait les gars quoi. Et tout le monde, machin, bon on était un peu beurrés, donc tout le monde était super content. Le lendemain quand on en reparle, on fait, mais je suis chaud et tout. Ok. Donc je me suis dit, bah allez, samedi matin, on se retrouve là, machin, et je me suis dit, bah quitte à le faire, on branche les micros quoi. Et on a branché le micro, on a fait une impro totale. Si je le réécoute aujourd'hui, j'ai envie de me cacher tellement c'est vraiment que de l'impro quoi. C'est là que tu vois que c'est quand même un job de préparer, de machin. Moi je suis arrivé, j'avais 2 post-it qui se battaient en duel. J'ai fait croire à tout le monde qu'il y avait un scénario hyper étudié sur des dizaines d'épisodes avec des trucs vraiment. Non, rien. Donc là, t'assumes en direct. Ouais. Il n'y avait pas de scénario. Non, ça fait tellement longtemps qu'ils s'en doutent que là. Et du coup, on a fait le premier et c'était trop cool. Mhm. Et on en a fait 2-3 comme ça. Et un jour, on a dit, je les monte et je les mets en ligne quoi, pour voir ce que ça donne et tout. Et là, en fait, Game of Roll a déjà une très grosse communauté. Ouais. Du coup, on a récupéré un peu la longue traîne de Game of Roll, quoi. Donc tous ceux qui aimaient bien. En plus, c'était absolument assumé que c'était pas un plagiat, c'était vraiment, on a pris En fait, Game of Roll avait eu tellement de succès que les fans ont fait un wiki. Ok. Avec les règles, avec l'histoire, avec le lore, avec des cartes, avec des personnages et tout. Moi, j'ai pris le wiki, j'ai dit, ok, nous, on est dans ce monde-là, j'ai créé une île un peu loin, histoire de dire, on vient pas intervenir, on vient pas interférer. Et j'ai foutu ça sur une île un peu loin, et les mêmes règles, les mêmes types de persos, le même lore, je disais, on est parti les gars. Et en fait, on a eu tout de suite plein de gens qui nous ont contactés, qui c'est trop bien ce que vous faites, machin et tout. Trop cool. Après, il y a même du coup, il y a les gens du podcast qui nous ont félicité, qui machin, il y a Fibre Tigre qui met un petit MP, tout ça, c'est cool, machin. Mais il n'y a jamais eu autre chose que il n'y a jamais eu d'autres ambitions que de se marrer. Okay. Et on en a fait, il y en a même qui sont même pas montés, qui sont dans mon ordi. Mais on l'a fait, et à un moment, en fait, c'est juste, je pouvais plus les faire ça, et les monter, et les faire, machin. Je portais trop de choses à ce moment-là. J'ai laissé de côté, me disant, je laisse ça un moment. En gros, il y a eu le Covid qui est arrivé, les boîtes avec des trucs à gérer, machin. J'ai eu un deuxième enfant qui arrive à ce moment-là. Enfin, j'avais pas mal de choses qui coïncidé. Un peu plus important pour l'instant. Et ce qui a sauté, c'était le podcast. Et en fait, du coup, un truc comme ça, quand tu lâches, voilà. Donc là, maintenant, ça fait trop longtemps, j'ai laissé un peu de côté. Ouais, mais du coup, tout le matériel, effectivement, n'est pas lié au jeu de rôle. Et lié, du coup, à Podcast Entrepreneur. Il a été financé par... Du coup, potentiellement un peu par BPI, il était surtout financé par notre oseille perso. Hein. Mais BPI France a participé. France, peut-être, en tout cas, il y a peut-être un bout du micro qui a été financé par BPI à l'époque. Merci BPI. Merci BPI. De toute façon, les financeurs, de toute façon, de l'entrepreneuriat, c'est souvent BPI et Pôle emploi. Donc merci BPI. Ouais. C'est BPI, il n'y a pas de Pôle emploi du coup dans ce micro. Et indirectement, parce que, alors moi j'avais d'autres rémunérations à côté, mais mon associé, pendant qu'on était à Quincy, lui, il profitait du chômage. Okay. Il était en chômeur, enfin quand tu es au chômage, tu peux dire je monte ma boîte, donc je suis plus en recherche d'emploi, mais par contre je bénéficie de mes droits au chômage pour pouvoir. Pendant 2 ans il a fait le chômage et c'est ce qui lui a permis de bosser à 100% du temps lui sur Quincy. Okay.
Et donc merci BPI, merci Pôle emploi pour aider les entreprises françaises à se créer. Tout à fait. Et du coup, juste pour revenir rapidement sur le premier podcast dont tu parlais d'entrepreneurs, c'était donc avec des entrepreneurs qui sont liés au monde associatif et tout ça. Au projet de Quenzi globalement. Au projet de Quenzi, ok. Donc aussi dans l'immobilier ou juste. Non, plutôt. Alors un tout petit peu, mais c'était plutôt des gens de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est des gens qui bossaient soit sur des. Typiquement, si j'essaie de me souvenir, il y avait le premier, c'était le supermarché de demain à Lyon, qui était un supermarché, je pense qu'il existe toujours, qui s'était créé sur un concept de on a 0 salarié, on crée un supermarché et on donne chacun 4 heures, 6 heures de son temps par. Ok. J'avais déjà entendu Et parler. je pense qu'il existe toujours. Il a été créé. Et vraiment, le projet a été créé juste de manière parfaitement collaborative. Les gens sont venus, on a donné du temps. C'est génial ça. Je sais qu'avec mon associé de l'époque, Draltan, on avait filé un coup de main pour le plan financier de la boîte. On a tout le monde participait un peu, mettait sa petite pierre. Et après, moi j'ai quitté Lyon, mais ils ont créé le supermarché, ils l'ont monté. Et il y avait le modèle sur lequel ils se sont basés, c'est un modèle qui est à Brooklyn, je crois. Vous mettrez le nom vous mettrez dans les commentaires le lien dans les commentaires. Un mail de commentaires. Mais qui était un supermarché qui avait été créé sur ce modèle-là. Bon, pour les Américains, c'est vraiment un modèle de communiste de base. Mais c'était justement pour que les gens qui avaient un peu moins de moyens, quand même, achètent des choses bien et mangent bien. Et du coup, ce supermarché, les gens venaient pendant 4 heures ou 6 heures par semaine, je crois, ou peut-être un jour par mois, je sais pas. Il y en a qui faisaient le magasinier, il y en a qui faisaient la caisse, il y en a qui faisaient la compta. Au bout d'un moment, le projet, voilà, il avait peut-être 2-3 salariés, mais c'est tout. Et ça faisait partie des supermarchés qui avaient le taux de rotation des produits le plus important du monde. C'est-à-dire que tellement c'était bien ficelé, tellement tu sais d'avance ce qui va être consommé dans le supermarché parce que c'est que tes cotisants qui y vont. Tu sais exactement ce que les gens mangent et tout, donc en fait les approvisionnements sont vraiment, c'est parfaitement flux tendu. Il n'y a pas de j'ai cette palette de Smarties qui reste machin. Non, tout était hyper bien organisé. Et donc voilà, c'était des modèles comme ça, des gens qu'on interviewait, il y avait des cafés collaboratifs, il y avait. Enfin, j'en trouve la liste, mais il y avait Apartessence, on l'a reçu au moment où elle commençait à créer la boîte, Caroline. Et puis après, des gens qui étaient dans des choses un petit peu connexes, mais pas vraiment dedans. Quoi. Et ça s'est arrêté du coup en même temps que Quenzi, le podcast, ou ça s'est arrêté avant Peut-être, non, je pense qu'on a arrêté de les faire quand Quenzi était devenu compliqué. Ok, ça marche. Mais tous ces podcasts, c'est dommage, ils sont plus en ligne parce que là, chaque fois c'était sur des abonnements payants de SoundCloud, des trucs, et au bout d'un moment, je laissais les trucs pour rien. D'où l'avantage de Spotify quand même maintenant. C'est quand maintenant tu peux vraiment les mettre en ligne. Mais je savais pas que SoundCloud enlevait quand tu payais plus l'abonnement. Il me semblait que c'était quelque chose de. Si t'as vu un épisode de j'en ai vu qu'un c'est qu'en fait tu dois avoir que le dernier qui est accessible. Et si demain je décide de remettre un coup de carte bleue, peut-être que les 15 autres en ligne vont ressortir de leur tombe tel le zombie. La mort de zombie. Le zombie qui était pas trop mal. Ça va, franchement. Du coup, on a survécu à la dernière verte. En fait, c'est bien était bien. C'est bien de prendre du temps pour parler après, parce que ça permet à la bouche de. Complètement. Moi, lui, quand même, il est resté longtemps en bouche, j'assume. Il reste très longtemps. J'ai fini un verre de lait. Hop. Et du coup, on va passer au suivant, qui est. Cerberus. Non. Ah non. Hellfire, déjà. Hellfire, ouais, exact. On est sûr de ça? Ouais, on est sûr de ça. Sûr et certain. Du coup, on est sur 80 000 Scoville. Ok. Et c'est la sauce. Hellfire. C'est ça le gap, tu disais. C'est là? Ouais, c'est là. Le gap, on l'a eu avec celle-là. On l'a quand même ressenti un petit peu. Franchement, moi, je l'ai ressenti. Mais là, les nombres augmentent très vite. Là, oui, globalement, ça va exploser. Je préfère être honnête avec ça. Globalement, tu vas creuser. Globalement, tu vas prendre du temps pour réfléchir à la réponse. Alors. Vous avez prévu de piquer d'autres concepts après à Canal+, de faire des recettes pompettes, de faire des... Alors, recettes pompettes, on s'est dit que les entrepreneurs seraient peut-être pas forcément pour être complètement bourrés en live. Intéressant. Ouais. Et après, peut-être, comme Florian l'a dit tout à l'heure, faire venir, hors vidéo, faire venir 3 personnes et deviner qui est l'imposteur parmi les 3, c'est quand même une bonne idée. 3 experts Google Ads, on pose des questions. Ça peut être intéressant. Bon, ça va être du... Tu l'as secoué ou pas? Je l'ai pas secoué. On va remuer un petit peu. Ça a l'air très liquide au-dessus. Et c'est qui tout double. Soit t'as tout qui est concentré là, soit il y a... Donc bon. Serre-toi en premier. C'est quoi, tu vas la goûter. Et ensuite, nous, on verra. Tu vas toutes les goûter, puis tu vas nous dire... Ok.
Mais en tout cas, elles sont toutes très liquides. Hein. Et, alors, par contre, pour le coup. T'as pas rigolé là. Oui, vraiment, Ouais. tu y allais. Pour le coup, alors ça applique plus ou moins, mais par contre, chaque fois, c'est super bon. Ah, vraiment, ouais. Parce que, je vais pas vous cacher que ça a quand même souvent l'air d'être un peu un truc de mascu, un peu de branlette, de dire ah, c'est super piquant et tout, mais sauf si ça a le goût de charbon bois, donc Ouais, ça je suis d'accord. tu vois. Là, c'est vraiment très bon, quoi. Ouais, elles sont vraiment très très bonnes. Eh ben, ouais, allons-y, hein. Elles sont très bonnes, mais il faut y C'est aller. bon, mais vraiment. faut y aller. Ouais. Allez, Allez. on exagère un peu sur la quantité. Ok. On va pas se frotter les yeux, là. Non. Oui, c'est vrai. Il y a l'annonce normalement dans la version qui nous inspire. Donc je le préviens. Ken Kojandi, Ken Kojandi a dit, merci de prévenir. comme on oublie de faire tous les avertissements, on mettra des scènes de Ken Kojandi. Ouais, c'est ça. L'hommage jusqu'au bout. C'est ça. Bon, alors du coup, en janvier 2020, tu décides de te relancer dans une entreprise. Ah, j'ai l'info. Oui. T'as fait une entreprise, ça fait en janvier 2020. À ce moment-là, juste pour l'info, tu es en train de gérer Dovimo, donc ta première entreprise qui est encore bien là, ton statut de freelance. Ouais. Alors, j'ai mis que tu étais encore dans la partenance, mais si j'ai bien compris, c'était en... J'ai jamais fait plein temps de toute façon. Voilà. Et tu décides de lancer donc une nouvelle boîte qui s'appelle Hector et Nathan. Oui, tout à fait. Ça arrive. On voulait savoir un petit peu pourquoi tu avais ouvert cette nouvelle structure. Et surtout une info, mais que je crois on a eu tout à l'heure du coup, c'est pourquoi ça s'appelle Hector et Nathan. Alors, pourquoi il s'appelle Hector et Nathan, c'est super simple. C'est qu'à l'époque, j'avais qu'un enfant qui s'appelle Nathan. Et que mon associé avait un garçon qui s'appelle Hector. Donc, on a appelé la boîte. Ouais, tu vois. Parce que du coup ça c'était un peu le truc, on se disait c'est fou, il y a personne, on a cherché dans toutes tes connexions LinkedIn etc. Et en fait oui, Hector et Nathan, tout à l'heure quand t'as donné le prénom de ton fils. Et en fait j'ai un peu bugué quand t'as dit 1er janvier 2020 parce qu'en fait Hector et Nathan c'est une boîte qui fait marchand de biens. En gros t'achètes de l'immobilier, tu le rénoves ou tu le modifies ou tu surélèves un immeuble, voilà, et tu revends. Donc en gros, là où agent immobilier t'es que intermédiaire, là tu es partie prenante, tu achètes, tu modifies, tu payes des travaux, des anarchies, tu revends. Ok. Et en fait c'est des choses avec mon associé, donc Tristan, qu'on avait déjà fait à titre personnel sur des petits projets. Acheter un appart, le retaper, le revendre, si c'est ta résidence principale, tu le fais, et voilà. C'est souvent comme ça qu'on commence. Et donc on avait déjà fait des choses comme ça, mais de manière non professionnelle, plus sur nos résidences principales ou sur des tout petits projets. Et en fait avec Tristan on avait envie de se chauffer à faire des projets comme ça. Donc on s'est dit qu'on allait en faire un ou deux et se structurer en société pour le faire, pas là pour le faire avec, voilà, faire un truc vraiment sérieux. Et parce que du coup ça nous a permis, le fait d'être en société, de faire ça de notre côté, ça nous a permis de monter en gamme sur ce qu'on pouvait faire, sur la taille des projets qu'on pouvait faire, et de nous entourer d'architectes, de différents types d'artisans, etc. Quand tu fais les trucs toi, tu fais des choses plus modestes, tu fais plus du second œuvre, tu vas pas commencer à péter des murs trop et tout. Là on a pu faire vraiment ce qu'on voulait. Et donc Tristan qui travaillait chez Dovimo avec moi, qui a travaillé pendant très longtemps avec moi chez Dovimo, on s'est associé sur ce projet-là. Et ça remonte un peu quand même. Faut pas avaler sa salive parce que la salive qui stagne dans la bouche concentre certaines choses, quand tu l'avales, ça se met à des endroits où t'as pas envie qu'elle aille. On sent que t'es ingénieur parce que t'as une belle observation. C'est Et du coup avec Tristan, on a monté Hector et Nathan, on a fait quelques projets comme ça et c'était très chouette. Et on a l'impression que je fais 50 trucs en même temps, mais en fait ça, les projets de marchand de biens, c'est des projets qui ont, soit tu fais vraiment que ça, dans ce cas-là t'en as toujours plusieurs en parallèle, parce que c'est des projets qui ont des cycles de vie assez longs. T'as une recherche de biens, un achat, les études de projet, la faisabilité, la revente voilà. Soit nous c'était vraiment une seconde activité pour nous, donc il y avait des gros temps morts dans cette boîte-là. Quand t'as acheté un immeuble, que t'as fait toutes tes études, t'as tout prévu, mais que t'as des financements qui sont en train d'être faits, qu'il y a 6 mois pour que tout se fasse, etc. En 6 mois, il n'y a rien à faire à part attendre, pas relancer le notaire et le banquier tous les 3 jours quand il ne se bouge pas. Donc en fait, voilà, c'était une activité annexe qui permettait de capitaliser un peu sur Dovimo, sur le savoir-faire qu'on avait dans l'immobilier. Et puis moi, Tristan et moi, on est tous les deux très bricoleurs, donc on était contents aussi d'avoir cet aspect travaux dans le truc. Mais voilà, et pourquoi on a donné le nom de 2 enfants? Parce que c'est une boîte qu'on a montée, on n'avait pas besoin de l'argent qu'il y avait dedans, on s'était dit, on l'a fait, et les projets, on garde l'argent dans la boîte,
parce que c'est quelque chose qu'on va garder pour la suite, pour nous, pour nos enfants potentiellement. Ok. Et du coup, on s'est jamais payé avec cette société-là. On s'est juste remboursé nos frais quand on faisait trop de voitures, un truc comme ça, ou un petit resto de temps en temps avec les clients, mais sinon, on s'est jamais versé 1 euro de salaire avec la boîte, et on l'a fermé l'année dernière, et là on a récupéré les sous qu'on avait dedans, quoi. Qui sont pas sur le compte de nos enfants, en vrai. De toute façon, les enfants ont déjà payé des restos, du coup. Voilà, les enfants. Non, mais bon, après, indirectement, c'est sur le compte des enfants. Oui, bien sûr. Ce que je trouve incroyable, c'est que à travers toute ton expérience, on identifie vraiment les valeurs que tu as au final. Ouais. Ah bah, t'as de la chance, parce que... c'est-à-dire... Bah, à part tes sens, la valeur du projet en lui-même. C'est Caroline, là, vraiment, qu'il faut féliciter. Hein, c'est pas... Moi, je me suis Oui, non, greffé. non. Hein, ouais. Mais le fait que tu aies contribué parce que tu aimais bien le projet et la finalité du projet, ce projet-là, on ressent même vraiment ça. Quincy en soi. Hein. Et même Quincy, l'aspect. Ouais. Bah après, Hector et Nathan, on va être parfaitement honnête, hein, l'objectif, il est de l'argent avec, hein, il n'est pas d'améliorer le monde. Ouais. Quand tu achètes un immeuble, que tu le rénoves et que tu le revends, tu te dis j'ai amélioré l'état de l'immobilier de la ville, mais un autre gonze, il aurait fait aussi bien que moi, et sans doute qu'un gars plus expérimenté aurait peut-être fait mieux, je sais pas. Ouais, mais c'est intéressant de ne pas avoir eu cette vision de dire on va faire effectivement de l'argent avec, même si c'est l'objectif, pour nous s'augmenter son salaire. Ouais, après, de partir sur ce je principe-là, pense c'est que là, pour intéressant. le coup, c'est peut-être lié aux valeurs que tu dis, mais je pense que et Tristan, qui est mon associé sur Hector et Nathan, et moi, on n'est pas spécialement des gens matérialistes qui vendent trop l'argent. En vrai, moi, du moment que j'ai tous les mois, la maison est payée, les enfants, on paye tout ce qu'on a besoin de payer pour les enfants, et que voilà, et qu'on peut partir en vacances quand on a envie, ce qui est déjà un vrai luxe. Mais en vrai, t'as pas besoin de monter des boîtes pour avoir ce luxe-là. Moi, je suis ingénieur de formation, si j'étais resté salarié toute ma vie, j'aurais largement ce qu'il faut pour faire ça. Donc c'est plus avec Tristan, quand on monte ça, c'est plus de dire ok, on fait un projet dans lequel on va se faire plaisir. Puis on aime bien bosser ensemble avec Tristan. C'est un gars qui s'entend très bien, donc on sait que les discussions avec Tristan, c'est toujours des discussions où on se prend jamais la tête, on finit par tomber d'accord au bout d'un moment, et on a tous les deux un peu pris de l'autre, quoi. Ouais. Mais je commence à me perdre dans mes raisonnements là. Mais ouais, le projet Hector et Nathan, l'objectif il était quand même à la fin de se dire tout ce qu'on fait, ça fera soit ça financera les futurs projets, soit ça fera une poire pour la soif, si vraiment. Une poire pour la soif. Tu connais pas cette expression? Non, je connais pas une poire Une pour la poire soif. pour la soif, c'est une réserve de monnaie, enfin une réserve que tu as quelque part en cas de coup dur. Ok. Donc c'était Je m'en connais pas. Non, je connais pas. j'ai des rêves de quarantenaire. Et ouais, et puis voilà, ça financera autre chose derrière, et ça financera, soit ça sera là en cas de coup dur s'il y a une deuxième pandémie mondiale qui fout tout par terre et que voilà, soit ça permettra de financer un autre projet, voilà. Ok, bon je pense qu'on va passer sur l'avant-dernière, Ouais. Cerbère. qui est Cerbère. la Cerbère, ouais. Cerberus. Je vais juste tourner. Hop. Ouais, et là, Et là, accroche-toi. bon, on dit ça depuis quelques sauces, mais là. Encore une fois, elle a l'air très liquide. Hein. Au son. Honnêtement, elles ont toutes la même odeur. Donc je vais arrêter de dire intéressant. Elles sont toutes un peu vinaigre. Elles ont toutes une Ouais. base de vinaigre, j'ai l'impression. Ouais, Il est pas d'accord. je suis pas d'accord sur le fait qu'elles sentent le vinaigre. Après qu'elles ont un peu toute la même odeur, ouais, Ah, ok. j'adhère. Cerberus. Enfin, celle-là, en tout cas, sent pas trop le vinaigre. je trouve. Ouais, bah, c'est là, à mon avis, tu vas la sentir. Et bon, bah, on Ouais, sait tout ça- de suite. Ou alors, est-ce qu'elle est tout aussi. Ah non. Déjà, elle veut pas sortir. Putain, je vais secouer. Hein. Ouais, mais elle veut pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de purée de trucs que je veux pas goûter. On avait tout parié sur le début de la sauce. Par contre, fais gaffe à toi en tapotant parce qu'il y a eu des petites projections. Ok. Potentiellement, dans un œil, ça peut picoter. Mais là, ça me va, on arrive Mais du les côté gars, de Flo. on n'est pas obligé de juste faire 50-50. Hein. Vous pouvez en prendre autant que moi tous les deux. Hein. Oui, non, j'avoue que là, effectivement, Ouais, tu peux y aller. j'avais pas vu la quantité que je t'étais pris. À la fin, on fait un tenders pour tout le, Tu pour tout le racles restant. tout le truc. Ouais. C'est le 11e Thunder, c'est la 11e question. Je pensais bien là, non? C'est parfait. Le truc est tout de côté. Et je pense que le prochain, on mettra directement sur le Thunders Ok. pour être sûr d'avoir toute la sauce. Histoire d'innover un petit peu, parce qu'on a vu personne le faire. Personne n'a fait ça. Non, un truc qui aide, c'est que là, il est 13h et que j'ai la dalle. Oui. Du coup, t'as moins l'appréhension de. Bon, de toute façon, faut que je me nourrisse. Par contre, quand ça va descendre sur l'estomac, ça va être un autre. Oh, il était parti directement. Ouais.
C'est de la rigolade. Des boîtes. Et des boîtes. Non mais ça reste... Bon, ça modifie un peu la voix visiblement. Par contre, elle remonte après. Bon alors, Ouf. on a beaucoup parlé d'entrepreneuriat, Ouais. mais on a omis de dire que tu es un grand sportif Oula. et que tu as failli participer aux Jeux Olympiques de 2022, c'est ça? Je sais plus lesquels, mais ouais. Alors raconte-nous un peu le sport, ton entraînement quotidien. Alors. Alors là, je salue feu l'équipe des Encurlés Rugissants. Les Encurlés Rugissants, Ok. qui était le nom de notre équipe de curling. Et oh la vache, c'est que 125 000 là. Ouais. Et Qui c'est qui a augmenté le chauffage? et non, donc le projet était, je vais boire un petit peu le lait. Ça marche le lait? Ça Bah marche moi bien. j'aime beaucoup, ouais. Ça marche Mais bien. garde-le en bouche, tu verras, c'est vraiment bien. Ah ouais. Ouais, ça marche bien. Non, impeccable. C'est bon le lait. Et oui, donc le projet des Encurlés Rugissants, c'était un projet avec des copains. Pareil, un projet qui est né un soir dans un bar. Il y a une récurrence. Hein. Ouais, il y a souvent, chacun a son espace de créativité. Nous, c'est là. Et avec quelques copains, on délirait en disant que le curling, c'était quand même le spot, si tu veux faire les JO, où tu as le moins de concurrence, et voilà. Ouais. Et on a poussé le délire à... je me permets de manger. Ouais, vas-y, je vais t'accompagner pour Mm. être solidaire. On a poussé le délire à regarder un peu comment ça fonctionnait, voilà, à se renseigner. Donc, déjà, première chose, vous avez une équipe de curling à Lyon. Incroyable. Des gars qui faisaient depuis longtemps et tout, et qui étaient super sympas. Donc là, c'est la première chose. On a vu qu'en France, il y avait 300 licenciés de curling, dont un certain nombre très vieux. Donc, voilà, et que dans une équipe de curling, il y a déjà 4 personnes, plus des remplaçants, et qu'en plus, c'est une équipe féminine, une équipe masculine et une équipe mixte. Donc potentiellement, t'envoies déjà 12 personnes sur tes 300 aux Jeux Olympiques, quoi. En termes de stats, plus des remplaçants, donc une quinzaine. En termes de stats, il n'y a pas beaucoup de sport, voilà. Ouais. Si tu veux te mettre, le vrai grand sportif de la table, c'est Flo, qui fait du semi-fond, du fond. Il y a un tout petit peu plus de concurrents, tu vois. Un peu plus, ouais. Quand tu commences à aller taper des 8, c'est quoi ta spécialité, ça, c'est le 800 800, 800, ouais. Il y a 2-3 mecs qui courent bien aussi, quoi. C'est pas, voilà. Nous, non. Donc, donc au début, on n'avait pas vu qu'il y avait une équipe à Lyon, donc on a fait des demandes à la mairie pour avoir accès au patinoire, machin et tout, nous s'envoyer chier. On a commencé à faire des projets de création de pistes de curling. Enfin, vraiment, on poussait des trucs. Ah oui, oui. Ouais, non, mais voilà, c'était un délire, mais entre le premier et le second degré, tu vois, du premier degré et demi, donc ça nous faisait marrer de le faire, on disait non, on y va. Après, on est tombé sur cette équipe à Lyon incroyable, qui nous a accueillis, donc on a rejoint l'équipe de Lyon. Et ils ont halluciné parce qu'ils ont vu 20 gars qui arrivaient, c'est un truc de potes, on avait deux potes qui venaient, machin. Donc eux, ils jouaient à 4 depuis, ou à 6 depuis Ouais, longtemps. ils ont pas Et là, pris ils voient 20 gonzes qui arrivent, ouais, machin, on va faire les JO. Ils savent quoi ces connards. Mais ils étaient très sympas, donc on buvait des bières avec eux, on jouait un peu avec eux, puis nous, après, on a un certain nombre à avoir poussé le délire, vraiment, on a intégré l'équipe, on a commencé à faire, voilà. On se retrouve à des tournois, des obscurs tournois, des samedis matins à 8h du matin à jouer au curling. Ça va, Flo? Ça va. Et, Tu veux l'ouvrir? Prépare au carreau. Ok. et ouais, en tournant, on a vu qu'en plus, on avait possibilité de gagner des trucs, quoi. Parce qu'il y en avait qui étaient bien du bon niveau, mais il y en avait plein qu'on pouvait prendre, quoi. Alors, premier tournoi, on est arrivé, on est tombé contre l'équipe de France vétéran, ils nous ont éclaté. Donc on a vu qu'il y avait quand même un gap technique entre eux et nous. Mais après, c'était marrant, et en fait, ça fait partie de ces petits sports, sans offense aucune aux pratiquants de curling, c'est des petits sports, c'est des niches, donc c'est des choses très... qui ont leur folklore un peu à eux, qui sont, sans dire qu'ils se prennent pas au sérieux, c'est une ambiance bien particulière. Ouais. Du coup, eux, typiquement, un tournoi, tu fais un match, et le vainqueur paye à boire au perdant. Et tu fais ça pendant tout le week-end. Un tournoi de curling, tu rentres, t'as le foie qui est de travers. Quoi. Parce que les matchs, c'est rapide. Ah non, ça dure 1h30 un match. Ok. T'en fais 4 ou 5 dans la journée. Après le soir, t'as un repas. Enfin, mais voilà. Et puis après, vu que c'est un microcosme, donc tout le monde se connaît. Ouais. D'un tournoi à l'autre, en fait, c'est leur... Il y en a qui vont jouer au bridge, il y en a qui vont... Et là, il y en a plein, ils mènent des gens à la retraite qui viennent, c'est leur tournoi de curling, ils vont voir leurs potes et tout. Donc super ambiance.
Mais c'est vrai que t'as dit au début que tu voulais pas offenser 300 personnes au final avec JO Je veux Curling. pas offenser 300 personnes. Faut que ces 300 personnes voient votre vidéo, du Ça. coup, Ça veut sachant dire que la que- moyenne d'âge est quand même élevée. Non, mais c'est-à-dire que même si on fait 80 millions de vues sur cette vidéo, ce qui va arriver d'ici quelques mois. Ouais. Ah, ça filme plus. C'est con. Ouais, ça c'est ballot. Ah, attendez. Oui, du Je coup, sais plus le ce que curling, je disais. Ouais, le curling. offensé 300 C'est personnes. là. Et alors du coup, on avait trouvé une niche de niche, le curling mixte, 2 gars, 2 filles dans une équipe. Mhm. Et donc pour être au JO, il y a plein de choses. Voilà. Il faut être représentant de l'équipe de France. Pour être représentant de l'équipe de France, il faut gagner le championnat de France. Et donc on était parti pour faire le championnat de France de curling mixte début 2020. Et il faut aussi que ton pays soit dans les pays sélectionnés, donc il y a un classement, un ranking mondial. Et si t'es pas dedans, t'as un tournoi de qualification olympique 2 ans avant les JO. Ok. Tout était carré, tu vois. Ouais. Toutes les étapes étaient bien planifiées, vraiment. Et la seule chose qu'on n'avait pas vu venir, donc championnat de France, Ouais. début 2020, curling mix, 4 équipes, dont nous. Mhm. Les 3 autres, il y en a 2 qu'on avait déjà joué et battus en tournoi. Ok. On s'est dit là on est champion de France. Après, la Marseillaise, tout, voilà, les avions. Les avions, ouais. Tout était prévu. Ouais, les Champs-Élysées. Et 3 jours avant le championnat de France, on a été confinés. Et du coup, ça nous repoussait aux Jeux Olympiques de 2020. Là, ce que je te dis, c'était pour les JO de 2020. Mais je crois de 2022, hein. Parce que Sur JO le d'hiver, JO. du coup. Ouais. Mm. Et en fait, de pas faire ce championnat, ça nous renvoyait aux JO de 2026. Ouais. Turin, je crois. On s'est dit, refaire 4 ans de curling. Et sachant que moi, j'habitais plus à Lyon. Bon, bah, ça, c'est beaucoup de trucs qu'on a dit, allez. C'est le Covid a fauché notre carrière en plein vol. C'est comme ça. Carrière sportive, ça se joue à rien. Une blessure, pandémie mondiale. Un Covid. Covid. C'est quand même fou de se dire que sans le Covid, Ça serait peut-être. ça serait allé aux Jeux Olympiques. Ah non, mais oui, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, on peut pas tout réussir. Hein. T'as pas eu envie de monter une boîte pour simplifier justement l'accès au curling? L'accès au Écoute, curling. dans les plans qu'on avait, parce qu'en fait au début il y a eu la première étape où en gros la mairie de Lyon nous a envoyé chier dès qu'on demandait un accès à la patinoire. C'est vrai qu'à Lyon il n'y a que 2 patinoires, il y a plein d'assauts, il y a une grosse asso de patinage parce qu'il y a une grosse équipe à Lyon. Ouais. Wendell Pedra et compagnie, ils étaient à Lyon. Donc il y a de la danse sur glace et tout, il y a vraiment des gros besoins en patinoire. C'est pas les projets les plus écolos de la Terre. Non. Donc de faire des nouvelles patinoires en 2022, 2023, 2024, c'est pas tellement dans l'air du temps. On avait quand même, justement avec le projet de supermarché demain, on avait quand même étudié un truc qui était de faire une piste de curling adossée à leur supermarché pour profiter du froid dans l'entrepôt. Non mais non mais c'est réfléchi. il Il y a une réflexion. Ok. mais parce qu'eux ils avaient de la surface et en fait un terrain de curling c'est super chiant parce qu'il faut 50 mètres de long. Mais c'est hyper C'est simple. hyper grand. Ouais. Donc il faut 50 mètres de 50 long mètres. par au moins 5-6 mètres de large. Mais dans un entrepôt c'était parfait. Vraiment. Mais bon. Alors, la plaisanterie s'est arrêtée là, on n'a pas pu. Ils ont refusé le passage. Mais en vrai, hein, c'est comme tous les sports qui ont l'air un peu fous. En vrai, est-ce que c'est plus fou de jeter des cailloux sur de la glace que de jeter des boules de pétanque dans du sable ou sur du gravier? C'est juste, voilà, pas tous les c'est sports une du pareil. culture. Sachant que la pétanque n'est pas aux Jeux Olympiques, il me semble. Non, et il y a beaucoup plus de pratiquants de pétanque que de curling. En France, en tout cas, ouais. Mais voilà, Après, dans donc, le monde, mais bon, c'est très sympa le curling, j'encourage tout le monde à essayer. C'est... Ouais, bah, 2026, on y va. Hein. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu soulignes un fait que beaucoup de gens pensent sur le curling. Et moi le premier, quand tu m'en avais parlé. Le fait qu'il faille des patins. Ah non, il faut pas de patins, non. Ouais. Quand tu fais du curling, tu as un pied avec ta chaussure normale, donc tu peux marcher sur la glace, et un sous lequel tu mets une petite semelle glissante pour pouvoir glisser sur un pied. Donc une petite semelle en téflon ou en matière de ce type-là. Et en fait, tu marches sur la glace quand tu balayes, ou tu glisses sur la glace quand tu jettes ton pad. Mais tu n'as pas besoin de patins, donc vraiment, t'as même pas besoin de savoir patiner. Hein. Après, c'est pas simple, hein, c'est un vrai sport technique. Avec, il faut régler son tir, il faut régler des trajectoires, des machins, c'est vachement intéressant. C'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air. Ah bah oui, Mais il y a peu de pratiquants. Il y a peu de pratiquants. Ouais. Ouais. Après, par contre, j'imagine qu'aux Jeux Olympiques, le niveau est quand même. Ah, du coup, oui. t'as regardé un niveau aux Jeux Olympiques? Ouais, on saura. Il y a un gap de fou. On se serait fait déglinguer, mais alors. On aurait mis un autre drapeau sur le drapeau. T'as vu ta fiche Wikipédia par contre.
Peut-être. Et ça, Bon, ça, on peut la faire. t'aurais remonté ma boîte. Mais voilà. Oh putain, j'ai mangé un petit. Oh la vache! Ah, t'es Un reparti petit avec. bout de là. Non, mais je suis con. Ah, moi j'ai fait une tartine. Ah ouais, bah c'est. Mais je pense que la tartine est mieux parce que du coup, tu reprends les sauces qui t'apaisent un peu. Genre les 3 Ouais, premières, Après, non j'aurais fait une tartine de tout. Hein. Ah non, mais il y a. Oui, non, mais ce que il y a j'ai un parlé, petit c'est bout de que- poulet dans la sauce Mais numéro oui, 8 Je là. pense. Ah, je suis pas malin. Ah, c'est pas grave, elle a... Ah oui. L'allée off. Là, c'est la Léviathan. Alors celle-là, La Léviathan, on arrive à Remplissez vos 250 000. remplissez vos verres. Ok. Allez. Ça, c'est bon. Alors, Tu veux du lait, c'est bon. C'est bon, merci. encore la même odeur. Qui sent bon, toujours. Moi, je sens plus rien. Bon, allez, on va pas. Allez, On va pas tergiverser. Moi, je Oula, prépare. elle est liquide. Ouah. Elle est liquide. Il nous a fait une dose. Alors après, théorie. Oui, J'ai pas l'impression que la quantité change grand chose. je suis d'accord avec cette théorie. Parce qu'en fait, du moment que t'en as sur la langue, ça te brûle. Bon, moi, je m'en mets Que ça directement. brûle sur une petite Ouais. seconde, dans tous les cas, ça brûle. Tu vois ce que c'est comme Mais si. est-ce que c'est pas la durée qui change après, du coup? Peut-être. Peut-être. Ah oui, on avait dit qu'on mettait dessus directement. Ouais, bah, c'est pas grave. On a mis suffisamment pour pouvoir le baigner. Oui. Ça va, non, là, la quantité? Enfin, ça va, j'ai un peu abusé, non? Non. Allez. En fait, de toute façon, tout est anesthésié maintenant. Donc, Ah ouais, bah, je t'inquiète dis pas, ça ça va dans être. 3 secondes. Prépare ta question, parce que ça peut Attendez. être vachement Prépare ta anesthésié. question et prépare un long temps de pause avant la réponse. Ok. Bon, allez, les gars, l'avant-dernière. Allez. On va nous avoir reconnu. Faites-la bien baigner dedans. 250. Allez, c'est parti. Hein. Allez, bon appétit. Au début, ça va. Non. Putain de traître. Ok. Elle est pas prête celle-là. Bon. S'il y a un truc qui te caractérise depuis qu'on te connaît, c'est vraiment l'aspect que t'es quasiment le premier sur les tendances très populaires de la technologique. Quand t'as connu, c'est d'abord les cryptos. Après, ça a été les NFT. Maintenant, c'est l'IA depuis un an, on va dire. D'après toi, ça va être quoi la prochaine grosse tendance? Ou est-ce que ça va être l'IA, mais comment ça va se développer? Je pleure et j'arrive. Ah, j'aurais dû faire ça aussi. Je vais me moucher histoire de pas répondre avec une tronche de. Mais c'est pire quand on ouvre la bouche, en fait. Faut pas respirer. C'est ce que j'essaie de faire, mais il y a encore du monde après. Et... Ah la vache. Alors. Ta question était quelle est la prochaine tendance? En vrai, Jean-Michel au premier degré. Les IA qu'on a aujourd'hui, c'est le début des IA. Donc en fait, la révolution que c'est en train d'apporter, c'est l'équivalent de l'arrivée d'Internet en termes de rupture technologique, je pense. Et en vrai, tu vas me dire si c'est le cas ou pas, mais Je vais rien dire du tout. je connais pas beaucoup de gens, en tout cas des métiers en col blanc, des métiers où tu es toute la journée devant ton ordi, j'en connais pas beaucoup qui n'utilisent pas déjà des IA, sans le savoir ou en le sachant, et qui ne vont pas en utiliser de plus en plus, et qui ne vont pas, dont le métier ne va pas être totalement bouleversé par les IA. J'en vois aucun. Qui potentiellement ne vont pas être, sans dire remplacés, c'est vraiment un autre sujet. Non, ça. Mais donc les IA, c'est... Après on a l'impression que c'est un truc qui arrive d'un coup et qui rend... Non, ce qui arrive d'un coup c'est ChatGPT qui a mis tout le monde ce que c'était qu'une IA qui fonctionnait. Ça a mis une claque un peu à tous ceux qui traînaient un peu, tous les projets qui traînaient un peu. Mais en vrai c'est pas, il n'y avait pas d'IA, il y a ChatGPT, il y a les IA. C'est vraiment, c'était un truc, à un moment, ça a mis au grand public, devant le grand public, le truc c'est, regarde ce qu'on peut faire, et ça c'est le début. Et je crois qu'on a du mal à mesurer à quel point ça peut bouleverser tout ce qu'on fait et toute notre économie. Il y a beaucoup de gens qui voient ça comme on va être remplacé machin. Non, c'est un outil. Et en fait, il sera bénéfique ou maléfique en fonction de ce qu'on en fait. Quoi. Donc, en termes de tendance, les IA, c'est sûr qu'on en a de plus en plus. C'est déjà intégré dans plein de trucs maintenant. Et ça va continuer. Après, à nous d'être intelligents pour l'utiliser de la bonne manière et pour pas faire n'importe quoi avec. Quoi. Mais des vraies tendances marrantes, j'en ai pas d'autres. D'ailleurs, les tendances crypto-NFT, à part des grosses bulles financières, pour l'instant, on n'a pas vu de beaucoup de projets qui perdurent. J'espère que ça viendra, mais bon, il y a plein de choses à faire avec.
Mais c'est malheureusement l'aspect spéculation financière qui a pris le dessus plutôt que l'aspect techno. Les IA, c'est déjà de la folie et ça va continuer à en être. Après, je sais pas, j'ai pas de réponse marrante ou inspirée, là, je suis au bout de ma vie. Non, mais ça va. Déjà, je sais pas comment tu fais parce que moi là. Ah ouais. Alors, j'en profite. J'ai une petite surprise pour vous. Oula. Une surprise. Juste, T'es allergique? non. La dernière sauce qu'on a là, c'est l'avant-dernière. Non. Ah, je vous la sors tout de suite. Je me suis permis un petit cadeau. Hop. Parce que je voulais pas qu'on fasse un Hot Ones sans avoir un truc à 1 million ou 1,5 million quoi. Donc nous avons Hydra, Ok. qui est, alors selon la police et les manifestants, c'est pas le même. C'est pas le Sur le site il dit 1 million et sur l'étiquette il dit 1,5 million. Et voilà, je voulais pas, voilà. Je sais que vous allez nous préserver, nous faire un truc un peu plus cool, mais je me suis dit, on va pas, voilà. Ça serait dommage de se taper tout ça et de pas taper la cloche pour dire, ok, on a tapé le 1 million, quoi. Ok, bah, tu sais ce qui est rigolo? Je suis d'accord avec toi. On n'a pas prévu la 11ème du coup. Ok. Mais à l'aller, on a dit, putain, quand même, on aurait dû pousser jusqu'à 1 million. Et bah regarde, je vous propose de reprendre chacun un petit morceau de poulet. Je sais pas si Et Pardon, prenez les gros. C'est qu'elle est horrible. Alors, et aussi ce qui est rigolo, autre chose de drôle, C'est On que j'ai pensait- dit à 3 millions. et on s'est dit qu'on voulait pas s'arrêter, donc on a serré à 7 millions. Non, on pensait que on allait moins souffrir que ça sur les sauces, Ouais. et que ça serait pour préserver l'invité, qu'on allait s'arrêter à 600 000. Au final, c'est nous qui. Mais tu tiens tellement plus que nous. Mais oui. Et alors Wow. pourquoi je voulais pas donner avant l'émission au début? J'attendais de voir. Ah, t'étais pas sûr de la sortie. J'étais pas du tout sûr de la sortir. Je me suis dit, si je suis en train de pleurer, de chialer et qu'ils sont au bout de leur vie, ils sont pas au bout de leur vie et que voilà, je suis. Mais là, je vois que moi, ça va à peu près. Que nous, on est au bout de notre vie, du coup. Après, est-ce que c'est parce qu'il parle beaucoup? Et que Peut-être. du coup, là. Je sais pas, mais dans ce cas-là, je pense que je vais passer du temps à poser mes questions. Parce que maintenant, Moi, Élabore plus. pendant 20 minutes, ok? mon ressenti personnel, à partir du moment où je parle pas et qu'on a enchaîné les sauces, c'est là où j'ai plus galéré. Ah, peut-être, ouais. Genre là, c'est dur. Ok. Et du coup, Hydra, je viens de vérifier, 1,5 million. Ah, mais- Donc, Hydra. La caméra s'est stoppée. En fait, il y a sur La le caméra site- s'est encore stoppée. Est-ce que tu peux juste Bien sûr. Alors, refaire ton happening? Enfin, non mais pas la peine. J'explique Oui, oui. que donc, cette caméra-là a coupé malheureusement juste avant, mais j'avais un petit cadeau pour vous, qui était une sauce Hydra 7 Pot Primo Hot Sauce, Ah. qui est référencée à 1 500 000 Scoville, histoire de voilà, pour avoir, ça aurait été dommage, je trouve. Ça aurait été vraiment dommage. Je suis d'accord. Dommage qu'on n'aille pas, voilà, se faire toute la série, puis ça aurait été juste avant, voilà. Là au moins on va taper la cloche. C'est vrai. Et voilà. Je suis d'accord. Donc, la Hydra qui monte jusqu'à 1,5 million de Scoville, Voilà. d'après l'étiquette. Sachant que nous, ce qu'on avait prévu de faire quand même, c'est de préserver nos invités, et en réalité maintenant, on s'en rend compte de se préserver nous-mêmes. On en avait pris une qui monte à 600 000 Scoville, c'est ça, ou 550 600 000. 600 000 Scoville, ce qui est déjà beaucoup, étant donné notre réaction. Oui. On vous remet un court extrait à 250 000 Scoville. Vive la chantilly. Donc là maintenant on passe à 600 000 et après on ira à 1,5 million. Allez, bah c'est parti. Hein. Donc là on met directement sur le. Ouais, on va le mettre directement dessus. Je trouve qu'à l'odeur on sent que c'est pas une bonne idée. Ouais, pour le coup, je suis d'accord. Ah oui. on y va. L'odeur reste longtemps. Ouais, alors allez, Il y a un bouchon de l'enfer. Ouais, il y a un morceau Ça fait là. peur. bah on te laisse le servir en premier. 600 000 sur l'échelle de Scorsese. Parce que là, ouais, sinon, sinon, ça passe pas, quoi. Ah, c'est vraiment le chèque. Ok, Le alors, chétan hein, qu'il y a dedans. Il y a un truc à fossiliser. Ça c'est le nouveau lait. Ça, c'est le nouveau lait, ouais. Qui est de Alors, moins 4 non, 000 mais- sur non, l'échelle de Scoville. Ah non, mais regardez, là, il y a un bouchon de purée rouge. Ah Il ouais. est hors de question que je mange ça. Il a séché. Bon, allez, on va y aller. Ah, non, Tu veux un dos de cuillère Non, mais Ah oui, non, ah oui, mais- Ah oui, d'accord. bah non, mais il faut bien. On est sur Scoville en personne. Hein. Il manipule. Et là, il est censé Et là, avoir. il y a un gros pavé qui tombe. Ah, oh putain. Putain, elle est pâteuse de fou. Là ça m'a Ouais. fait un peu peur. Non, t'abuses. Ah ouais. Appelle les pompiers là. Je suis désolé. Non, mais attends, non, mais on va la. Tiens, passe-moi un poulet. Et puis, je fais quoi avec mon doigt maintenant? Je vais les cheveux tranquillement. Bah le poulet, je sais pas où il est.
Il est à ses pieds. C'était vraiment pas une... Ah non, c'est pas une Ouais, bonne tu Je vais idée. faire le malin, des fois ça délimite. Là, ça en était clairement une. Pose la question maintenant. Ok. Ah Attends. Viens tartiner ton poulet là-dessus. Là. Ah oui, ok. Je partage. C'est gentil. Alors David, pourquoi tu ne donnes pas tout ton argent? Bon, prends tout. Il a dit pour tout. Prends tout. On enregistre sur 3 caméras, 4 micros. Prends le Mac. Ah, Ok, bon, vas-y, tiens. oh la vache. Vite, Ah. on y va, j'enchaîne. Moi, faut pas que je reste comme ça là. Ok. Vas-y, pose la question. pose ta question en même temps. Ok. Alors, en décembre 2022, tu fais le choix de fermer tes entreprises immobilières. Quelques mois plus tard, tu mets de côté ton statut de freelance pour retrouver le monde du salariat. Qu'est-ce qui t'a donné envie de redevenir salarié? La réponse dans quelques minutes. Ok. Envoyez. Vas-y, tiens. Oh la vache. Ok, les gars, allez. Heureux de vous avoir connu. On va tester le lait. Un conseil, évitez la glotte. Faut pas que ça touche la glotte. Comment on évite? Démerde-toi. Ah la vache. J'ai dû un... J'ai un truc. T'imagines un gremlin qui a attrapé ma glotte comme ça et qui la poignarde. Ah, Il est venu chez moi là. Ou c'est ton pote? toute une famille. Alors, oui, donc il y avait une question sur le curling. Hein. Pourquoi t'es revenu dans le salariat? Qu'est-ce qui t'a motivé ce choix? Alors, première chose, j'ai 2 enfants, dont une petite qui a même pas 2 ans. Là. Donc j'avais moins de temps. Et en fait, quand j'ai eu mon premier enfant, j'ai déjà ralenti un peu. Et quand j'ai décidé, quand avec ma compagne, on a décidé d'avoir un deuxième enfant, j'ai décidé, puis on a décidé en commun, que j'allais ralentir aussi un petit peu sur toutes les choses très chronophages professionnelles. Donc il y a eu un premier step qui était de... C'est marrant, je parle, en plus je pleure en même temps, donc ça fait vraiment le truc pour Florent. Les enfants, c'est tout pour moi. Tu m'as ému. Et en fait, le premier step, ça a été de... J'en avais marre de l'immobilier aussi, ça faisait trop longtemps que ça traînait. Donc de fermer tout ça, d'arrêter toutes ces activités, de faire que du dev pendant quelques années au moins. Pour avoir, en fait, avec mes boîtes d'immobilier, il y a des gens qui dépendaient de moi. Il y a des gens dont la rémunération dépendait de moi. Je pouvais pas m'arrêter du jour au lendemain, je plantais pas de monde. Quoi. Et je voulais plus ça, je voulais être un peu plus de mes mouvements. Donc déjà, j'ai arrêté la partie immobilière, donc de Vimo et de Torrenatan. Il y a... J'aime vraiment beaucoup le code, donc j'ai voulu en faire plus. Donc je me suis dit, bah parfait, je vais faire que du code pendant quelques années. Et je me suis laissé comme première deadline que ma petite rentre à l'école. Donc là, pendant encore 2 ans, là, je sais que je pars en responsabilité de boîte, de choses comme ça. Donc j'ai fait du freelance. J'ai fait ça pendant 1 année et demie complète. Et en fait, l'année dernière, le marché commençait à ralentir, commençait à avoir un peu moins de propositions. Alors pour vous dire ce que c'est qu'un freelance en dev, hein, c'est une diva. Donc c'est quelqu'un qui ouvre son site on va sur Malte ou sur une plateforme équivalente, on met son profil. Pour peu que tu sois sur une techno un peu à la mode, on propose plein de projets, tu choisis. On dit je veux bien bosser avec lui, non mais là je vais pas bosser pendant 1 mois, je vais me former sur un truc et tout, c'est vraiment un truc de diva. Et là c'était un peu moins vrai parce qu'il y avait un peu moins de propositions, donc il fallait prendre un peu ce qu'on te donnait. Et quand tu peux pas choisir tes projets, le dev ça peut devenir vraiment moins marrant. Donc de bosser pour des boîtes avec qui t'as pas super envie de bosser, mais bon, faut bien faire rentrer un peu dessus, quoi, non. J'en étais arrivé, c'était un peu le constat que j'avais en début d'année dernière. Et du coup, pendant les vacances d'été, en discutant avec ma conjointe, qui est toujours de bons conseils, elle m'a dit, mais pourquoi tu regardes pas un job salarié? Parce que bon, pour moi, ça faisait 15 ans, enfin 12-13 ans que j'avais pas été salarié, donc c'était pas plus dans les plans, quoi, plus jamais. Ouais, tu regardais pas trop. Puis je me suis dit, faut regarder, mais si c'est pour un projet cool et tout. Et du coup, j'ai juste... sur LinkedIn, j'ai dit oui, dites au recruteur que pourquoi pas. Donc là, t'as des demandes un peu de partout. Et il y a une boîte qui m'a tapé dans l'œil et qui avait l'air trop cool sur le papier, qui s'appelle, je peux dire, Humans Matter, qui est une boîte qui donc fait beaucoup de choses, mais en gros qui a été fondée par des psys et des neuroscientifiques qui font soit de l'accompagnement d'entreprises, soit des produits digitaux pour ces entreprises, en utilisant les compétences de ces psys neuroscientifiques.
Et en l'occurrence, moi là, donc je les ai rejoints. Et le produit sur lequel je travaille actuellement, par exemple, c'est un logiciel pour les orthophonistes. Donc on développe des activités pour les orthophonistes pour diagnostiquer, pour aider à faire travailler les patients, pour compenser des petits déficits, des choses comme ça. Ok. Les mêmes produits sont pour le domaine vraiment médical de ceux qui ont eu des lésions cérébrales, des accidents, des choses comme ça. On a des produits pour les personnes âgées, pour se maintenir en forme, des petits jeux, l'équivalent des jeux Nintendo du Dr Kawashima, là, des choses comme ça. Et donc j'ai rejoint cette boîte, effectivement pour la première fois depuis 13-14 ans, je suis salarié. Et je sais que je ne serai sans doute pas salarié toute ma vie, et je sais que c'est un passage, mais je suis très content d'avoir rejoint une boîte déjà où l'équipe elle est cool. Les produits sur lesquels on bosse sont cool. Et le fait de ne pas avoir été salarié pendant... Moi, d'avoir salarié des gens pendant longtemps et de ne pas l'avoir été, j'apprécie les choses qu'on considère comme normales quand on est salarié à leur juste valeur. Donc là, je suis dans un confort incroyable. Ouais, donc là, t'apprécies... Ouais, c'est vraiment... Déjà, j'ai le confort incroyable du salarié, en tout cas, toute proportion gardée, parce que c'est partiellement vrai ce que je dis, mais tu finis ta journée, tu fermes ton écran, ta journée elle est finie. Ouais. Tu peux ne repenser à ton boulot que le lendemain matin. Ce que tu fais pas forcément tout le temps, on est d'accord, mais en vrai, tu peux, et ça c'est impossible quand t'as ton compte. Ouais. Je pars 15 jours en vacances, je pars 15 jours en vacances. J'ai pas à laisser mon téléphone, à le surveiller, d'avoir une oreille tendue vers le téléphone en me disant on sait jamais s'il y a un problème, quoi. Donc là c'est un confort tellement incroyable, et ça me permet de faire que du dev, de me concentrer sur les devs, et c'est ce que j'avais envie là. J'ai envie vraiment de pas avoir responsabilité hiérarchique, managériale, financière. Donc voilà, je suis un enfant gâté. Et tu vois un gros changement entre l'aspect dev en freelance, du coup, où tu gères ton projet de A à Z, et l'aspect du coup dev dans une boîte. Ouais, ça faisait partie des... Dans la colonne, passer salarié ou pas, ça faisait partie des plus, c'est que quand t'es dev... des plus. Quand t'es dev freelance, tu fais un peu de tout, donc ça te voit beaucoup de choses. Mais tu te démerdes, quoi, vraiment, t'es tout seul. Et de rejoindre une équipe, surtout qu'en plus je rejoins une équipe où les gens sont meilleurs que moi, clairement. Objectivement, ils sont plus avancés que moi, c'est des gens qui ont plus d'expérience. C'est trop bien parce que tu progresses 2 fois plus en fait. Tu progresses 2 fois plus. Plutôt que de devoir tester 3 trucs, faire 2 erreurs et réussir sur le 3e, tu peux, avant de passer 3 jours à développer un truc, tu peux dire ok, là j'ai ces options, qu'est-ce que t'en penses? On discute avec quelqu'un qui a un autre regard, qui a peut-être une autre expérience, etc. Et ça m'a vraiment manqué quand j'étais tout seul. Donc là, je sais que je vais... je le vois déjà, ça fait que quelques semaines qu'on a attaqué ensemble, mais je vois déjà que je progresse beaucoup plus en ce moment qu'il y a 1 an. Et puis après, le truc, c'est que mine de rien, le boulot, c'est quand même notre premier cercle social. Les gens avec qui tu discutes dans la journée, dans ta semaine, tu fais le bilan du nombre d'heures que tu as passé avec des gens dans la semaine. Ceux qui arrivent en tête, c'est tes collègues de boulot, quoi. C'est pas c'est ni ta... Alors, un peu après, il y a la famille proche qui arrive dans la foulée, mais clairement, tu parles plus avec tes collègues qu'avec ta mère ou qu'avec ton voisin, quoi. C'est marrant que tu parles de ça, parce que du coup, je peux te retourner le truc dans l'autre sens. Est-ce que l'aspect coworking te manque pas au final? Mais j'y suis toujours. Ok. Parce que, comme je dis, je suis un enfant gâté, les devs sont des divas et des enfants gâtés. Donc en fait, je bosse en full remote pour ma boîte, quasi. J'y vais quand même de temps en temps, ça permet de se voir et ça permet de faire des choses. Enfin, je bosse un peu de chez moi et je bosse un peu du coworking. J'ai le coworking à côté de chez moi. Le bureau est à 1h30 de chez moi, globalement 1h30, 2h. Donc j'y vais pas tous les jours. J'ai un coworking à un quart d'heure et je vais 2 jours par semaine dans le coworking. Donc en fait, j'ai plusieurs cercles sociaux comme ça. Et les coworking, c'est super cool. Ça fait très longtemps que je bosse dans des coworking et j'ai toujours adoré ça parce qu'en fait, t'as des gens avec qui t'as le bon côté social des collègues de boulot, mais tu n'as pas les emmerdes de boulot. Tu bosses pas vraiment avec eux. Donc tu les as pour le café, pour raconter des bêtises et pour parler de trucs divers et variés, mais tu les as pas sur le projet machin ou avec le client truc à te prendre la tête avec eux pour des choses comme ça, quoi. Donc ça c'est vraiment cool. Non, c'est vraiment le meilleur des mondes, ça. Quand tu peux avoir un peu tout. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ouais. Alors il n'y a pas que des bonnes rencontres. Il n'y a pas que des... Il y a des rencontres qui mènent à ça, quoi. Voilà, il y en a qui te coûtent cher, quoi, mais qui te coûtent quelques points de vie. Mais non, mais pour ça, le coworking, c'est trop bien. Ouais, du coup, ton idée, c'est pas du tout de même stopper l'aspect coworking, etc., pour être en full dans une équipe. Non, en plus, c'est-à-dire que je le paye, quoi. C'est même pas, j'ai plus d'activité autre que mon salariat, donc je paye avec mes sous propres, mon coworking et tout, je le fais avec grand plaisir. Ouais. Parce que pour moi, ça fait partie de ma façon de voir le taf. Et là, de passer salarié, honnêtement, je pensais que ce serait un plus gros changement
ça change pas grand chose au final entre être freelance sur un projet long terme ou salarié. Le truc, c'est que salarié, je sais que là, je suis embarqué pour des projets qui potentiellement durent très longtemps. Freelance, c'est un peu des trucs un peu plus restreints. Ouais. Mais après, quand t'as 40 et quelques années et que t'as l'habitude de prendre tes responsabilités, de machin, t'as pas besoin d'être salarié pour bosser normalement, tu vois. Ouais. Genre, si j'avais pas un CDI mais que j'avais un contrat de freelance, je ferais exactement de la même manière. Donc ça change pas grand chose au final. Mais les petits détails, quoi. Une petite carte ticket resto, tu vois, c'est marrant. Là, des fois, tu as un mail, tu reçois, tiens, vous avez reçu une fiche de paie. Tu regardes, putain, Ça, c'est une fiche ils de m'ont paie. viré de l'oseille, j'ai rien demandé à personne. Et c'est tous les mois, ça, c'est tous les mois. Ouais, Donc, t'as non, pas à ça, attendre que les factures soient payées, etc. Exactement. Bel avantage, ça. Ça change. Je vois que vous. Mais non, bah oui, surtout, en plus, ouais, votre métier, vous avez pas genre un gros client, vous en avez plein. Ouais. Toujours, c'est vrai que t'as toujours besoin de courir après les paiements, t'as toujours On besoin. a plein de clients, pas de plein de gros clients. Oui, vous avez plein de gros clients. Non. Google, Amazon et Facebook, quoi, globalement. Renault, Si j'ai bien compris ce que vous disiez, c'est bien ça. c'est hein. bien ça. Non, mais c'est sûr que voilà, c'est des en fait, quand tu es salarié, il y a plein de frictions de travail qui sont gérées pour toi. Quand tu es entrepreneur, non, tu les gères toi. Donc, si un matin tu te lèves, que ta facture n'a pas été payée, que ta boîte mail est en panne, que ta voiture est en panne, que ton client s'est pété la jambe, et bah tu gères tout ça dans ta journée, tu te démerdes. Quand tu es salarié, tu arrives, tu as la partie de ton travail définie et tu as plein d'autres gens pour gérer plein d'autres trucs et c'est organisé pour ça. Quoi. Ouais. Oui, c'est clair qu'en tant qu'entrepreneur, au final, tu te spécialises dans un domaine, ou Google Ads, toi, le développement, mais dans les faits, c'est pas du tout 100% de ta journée, quoi. Loin de là. Et plus ta boîte est petite et plus Plus t'en as. tu dois tout faire. Ouais. Donc quand tu es dans une jeune société, que tu es 2, 3, 4, bah forcément tu es obligé d'être un couteau suisse tout le temps. Et pour le meilleur ou pour le pire, il y a des moments où c'est satisfaisant de tout gérer. Il y a des moments quand tu es sur des problèmes de comptabilité, d'un client, machin, de trucs où tu as zéro valeur ajoutée, juste c'est chiant mais il faut le faire. Ah, ça, quand tu es salarié, que tu sais que tu as un service juridique qui gère des trucs, un service comptable qui gère d'autres, la finance qui gère d'autres trucs, tout pour toi et en fait toi tu es là, Ouais, tu fais que ce que géré. t'aimes, quoi, du coup. Mais ça, tu vois, c'est une vision vraiment d'un patron qui est salarié. Ouais, bah oui, Si ouais. t'es salarié, tu vois pas ça. Bah, tu peux pas savoir. Et ouais, et puis c'est pas ton scope. Mais du coup, c'est pour ça que j'apprécie vraiment sa juste valeur, le salariat, parce que je vois tous les trucs. Ouais. C'est pas pour ça que je resterai salarié toute ma vie, je pense. Mais en plus, là, je bosse dans une boîte qui en plus encourage vachement les gens à monter des trucs au sein de la boîte. Ah, En c'est cool. collaboration avec la boîte, donc en plus potentiellement c'est même des choses qui sont encouragées. Mais en tout cas là, le temps que je suis salarié, je sais pas le temps que ça va durer, mais j'apprécie vraiment certaines choses que je n'appréciais pas quand j'avais 25 ans et que j'étais salarié. Je ne voyais pas encore. Allez, Ok, avant-dernière c'est très clair. question, voilà, parce qu'il y en a encore une, je suis content. Donc là, Alors. c'était la conclusion. Eh ben non, ta fiche, tu la ranges. Voilà, c'est ça. Ah, c'était pas une question cruelle, vu qu'il nous a fait un défi cruel. Moi, j'ai peut-être une question cruelle. T'as une question cruelle? J'ai une question cruelle. Ah, c'est pas vraiment une question. On va la Mais mettre. c'est un C'est sujet. vraiment cruel, juste. Mais ouais, c'est un sujet qui peut être un peu clivant. Alors, attends-le. Si tu me parles pas de l'Olympique Lyonnais, tout va bien. Je parle pas de l'Olympique Lyonnais, Ok, ni du fait que Fabio Grosso n'est plus entraîneur. ça c'est pas grave. Voilà. Plus un. Tu devrais regarder, je pense. hein. Ouais, en vrai, oui. Moi, honnêtement, je sens que cette. C'est laquelle? Hellfire Hot Truck? Non, Hot quoi? Hot Sauce, juste. Ouais. M'a fait du mal. Ouais, celle-là, elle a vraiment Alors. fait du mal. Donc, la Hydra. C'est assez drôle parce qu'il y a une photo de clown. Et c'est vraiment le ressenti que j'ai eu quand j'ai pris la sauce. Elle m'a fait un effet ta gueule. euphorisant. Ah non, vraiment, elle m'a fait rigoler, mais pour rien du monde. Bah, là, normalement, t'auras plusieurs têtes. Ah, ok. Et tu vas vouloir nager Ok. très vite. Ouais, je suis pas un grand nageur, mais. Bah, avec ça, t'inquiète pas. Non, Ok. non, là c'est bon. Non. Est-ce qu'on peut faire les JO du coup? Bah, on va voir. Dans 5 minutes, on a la réponse. Ok. L'odeur, c'est vraiment toutes les mêmes sur la fin. Ok, je suis dans le God of War, c'est bon. Ça sent là. Allez, c'est bon. Je n'ai aucune confiance en cette sauce. Est-ce que t'as une confiance du coup à travers le sujet que je vais lancer? Bah, je sais Aucune pas non ce que plus. c'est, donc. Justement, est-ce que t'as confiance? Oui, j'ai confiance. Je sens un certain doute quand même. Mais Non, j'ai Ne confiance en vous toi. frottez pas les yeux. Vas-y, Flo. Ouais, on va prendre chacun un petit. j'en fais qu'un seul ou. Mais directement sur le poulet, à mon avis. Ok. Si tu. Parce qu'elle Vas-y. Mais moi, celle-là. est un petit peu liquide. Ah non, ça c'est moi. Moi, c'est le bas.
Peu importe, tout ce qui est à toi est à moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il est vrai, mon ami. C'est dans l'autre sens, c'est plus altruiste. Allez. Un bah. petit couple. C'est ça les associés. Ah merde, oh putain, pardon. Ah ouais. Eh merde, ça n'est plus de pantalon. Petite rêve du coup, One More Chicken. Voilà. Allez. Les vrais associés. Bon bah les gars, hein. Allez, dans le malaise complet. Allez. Ça me fait plaisir de À vous vous. avoir. Putain. Allez. Alors, c'est un sujet au feeling, Attends, on mange d'abord. Pour qu'on comprenne bien ce que tu dis. Elle arrive après. t'inquiète. Elle arrive J'aimerais que tu nous racontes le jour, Je t'écoute. le jour où l'URSSAF t'a prélevé 30 000 euros sur ton compte sans te prévenir. Oui. Bien vu. D'accord. Alors là, c'est des vraies larmes du coup, c'est pas le piment. Ah la vache. La chance, il y a encore du lait. Tiens, c'est vrai. Alors. Non, mais c'est une... Il y a des histoires bien plus graves que celle-là. Bah vas-y. Bah raconte. Petit détail. Dis-nous tout. C'est vrai que c'est pour les entrepreneurs. Donc si un jour, vous vous réveillez un matin et que vos comptes professionnels étaient vidés. Ah la vache. Bah vous avez cette tête. Vous avez cette tête. Alors, ça peut être soit le piment, soit le hydra. Hein. Je me mouche en même temps, vous m'excuserez. Ah la vache. Fais comme chez toi. Oh, ouais. Vous avez testé le miel ou pas encore? Pas encore. Allez, c'est le moment, je pense pour moi. Allez, le miel. Très bien le miel. Avec un peu de lait. C'est mon estomac qui est en train de pousser Il y une a deuxième tête. il y a un des deux, bon, pas lequel là, il est pas bien. Je sais pas lequel, mais ils sont à droite. Et non, l'URSSAF, un samedi matin, ma femme part en vacances avec mon fils. Je devais la rejoindre une semaine après, parce que j'avais des trucs à finir pour le boulot. Et je me dis, tiens, je vais me faire un petit plaisir, on va faire un bon sommet, je vais acheter un nouvel ordinateur. Je regarde les comptes de la société, sur lesquels il était censé avoir la trésorerie de la boîte, donc près de 30 000 euros. Et je vois moins 400 euros. Et je vois saisie de tout. Et après, je vois 400 euros de pénalité de saisie. Bon, merci. Impossible d'avoir la banque un samedi. Donc j'ai dû attendre le lundi matin, donc j'ai passé mon week-end à me dire, bon, je sais pas, peut-être que pas, peut-être que... Et puis j'avais beau tout passer en revue, j'avais aucune idée de ce que ça pouvait être. Et le lundi matin, la banque m'a confirmé que c'était l'URSSAF qui avait saisi pour soi-disant une dette. Donc, bon, sachant qu'à l'époque, j'avais pas de salarié dans la boîte. C'était d'autant plus bizarre. Je n'avais pas de salarié, et je n'étais pas salarié moi-même de ma boîte. Et en fait, en enquêtant, donc l'URSSAF avait fait une erreur, et pensait que je lui devais 2000 euros. Alors je sais pas si c'est l'URSSAF ou le comptable de l'époque qui a fait une erreur, mais bon, en gros, on très vite, après quelques interactions, statué sur le fait qu'effectivement c'est une erreur. Donc là tu te dis c'est parfait, l'histoire est réglée. Il dit oui bah faites un courrier. Non alors non, déjà non. Et elle me dit mais vous voudrez, je me rends bien compte que je peux pas vivre avec 0 € de société pendant quelques temps et tout. Et il me dit ouais il y en a pour 2 mois quoi. Je dis bah non je ne peux pas, il y en a pour 2 mois. Dans 2 mois je serai plus là. Et au final, pour que l'URSSAF... Alors déjà je lui dis mais je pensais que je vous disais 2000 euros, vous m'en saisissez 30 000. Pourquoi? Il me dit mais c'est pour... Monsieur c'est pour vous protéger parce que on n'a pas le droit de savoir ce qu'il y a sur votre compte. Donc nous on saisit tout. Et ensuite on prend, et puis ensuite on vend le reste. Je dis, bah faites ça déjà, commencez par ça. Il m'a dit, bah d'accord, mais pour faire ça, il faut que vous acceptiez que je ne paye 2000 euros. Donc tu fais un courrier manuscrit, tu dis j'accepte la saisie de 2000 euros de l'URSSAF. Donc déjà, au bout d'une semaine, du coup, il m'avait rendu les 28 000 euros qui... Voilà. Et après, tu fais un deuxième courrier pour contester les 2000 euros et te rembourse 3 mois après les 2000 euros. Mais voilà, j'ai vécu une semaine sans argent dans ma boîte, c'était un moment compliqué. Et ce qui avait beaucoup fait rire Flo, c'est pour ça qu'il me pose la question après le débat. Mais non, et en fait, surtout, c'est ce que tu dis là, bon, moi c'était sans vraiment. Bon, ça m'a coûté un peu de sous, de pénalité, de machin que j'ai pas pu faire rembourser, mais globalement, ça va. Mais par contre, ça arrive à déjà une boîte qui a des salaires à payer, qui a, je sais pas, ça peut foutre en l'air des boîtes, des projets, des vies, des trucs comme ça. Et donc voilà, c'est une péripétie qui beaucoup fait rire Flo. Mais bon, ça aurait pu être bien pire, hein, et voilà, on s'en est très bien sorti. Il y avait des choses bien pires que ça dans la vie.
Bah, la petite dernière, elle est pas Ah mal. bah, costaud, ouais. Ouais. J'ai trouvé pire à celle d'avant. Je sais pas. Les deux dernières sont vraiment spéciales par rapport à Ouais. toutes les autres. Elles sont vraiment sur le podium. Ouais. Mais ça va. Ça va, Ça va, hein. ça va. Si tu m'aurais dit ça va, je te dirais ça va. Ça va. Ok. Non, en vrai, ça va. Ça Je va. m'attendais à. Enfin, je sais pas si je peux en dire qu'on s'attendait à pire. Je Non. m'attendais à un effet violent sur un coup, alors qu'en réalité, c'est sur la durée. Ouais. Tu vois? Ça va. Allez. Non, c'est pour la vanne. Non, en vrai, je m'attendais à ça. Les plus violentes, elles te font mal, genre 30 secondes après que tu les aies mangées ou une minute, quoi. Elles sont vachement traîtres. Mais Ouais. c'est insupportable, là. Ça continue de me faire, tu sais, de me Alors, piquer au même endroit, là. Je pense c'est- que par contre, l'endroit où qui est rentré en contact Ouais. avec la matière. Ouais, moi, je sens Ouais. bien que c'est au niveau du palais, là, au niveau du haut. Le palais, ouais. Mais bon, mais ça. Mais ça va, honnêtement, ça s'est bien passé. Franchement, les mecs de Hot Ones qui font. Franchement, petite bite. Ok. Oh, C'est tous ceux qui font du cinéma là. Je suis là. Alors, attention. En train de- Déjà qu'on va te prendre un procès. ouais, grave. On va avoir repris un En concept. vrai, On peut pas dire les noms. Ouais. On peut pas dire les noms des mecs qu'on a trouvés qui étaient vraiment. Non, non, non. ok, ça tombe bien parce que j'allais enchaîner là-dessus. J'allais dire ouais, Jamel, bon, Jamel? bah ouais. J'ai pas Jamais vu. été dans le mal, jamais. Ah, j'ai pas vu le tien. Jamel, il était dans le mal. Hein. Ah ouais? Ouais, tu vois, Chantilly, elle est partout par terre. Ouais, bah. Désolé si je C'est quoi? spoil, C'est hein. mystérieux, sinon, qui a fait ça? Paul Mirabel était pas bien, Paul Mirabel. Ouais. Non, c'est Jérôme Niel, voilà. Vous Ah l'avez oui, vu ou pas? lui, oui. Bon, parti pour spoiler, vas-y. Hein. Bon, alors, on fait quand les recettes pompettes après Là, il est juste après, là. On a ramené Déjà, tout là, ce il y a qu'il fallait. 3 imposteurs qui vont rentrer là. Il y en a un, c'est un On scénario l'a fait dev. 4 fois la vanne. On n'a aucun autre concept. Non, Bon, bah, en tout cas. Bon, en tout cas, merci beaucoup, David. Avec Ouais. C'était un super moment. merci à tout le monde. D'ailleurs, on va refaire un bon moment. C'était un super Donc, moment. un indice était caché et qui mène à une énigme. Bon, ok. D'ailleurs, on a oublié de rallumer. Les mecs qui ont vraiment pas envie de se casser la tête sur des concepts. Quoi. Vraiment. Bah, nous, on nous a toujours dit, on réinvente pas la roue. Donc, Effectivement. on réinvente pas la roue. Du coup, ça va. Donc on plagie tout ce qu'on. Non mais voilà. Du moment que c'est un hommage et que c'est pas Oui. un truc. Et en plus vous êtes pas dans le même game quoi. Donc, Non. Non, Clairement pas. on a un peu plus de followers qu'eux. bah, Bon, en tout cas, on a réussi à finir le Sapic. Normalement, ils disent à chaque fois, l'invité, t'as réussi à le finir, mais honnêtement, on a tous les trois réussi à le finir. tous les trois, c'est le fun. Ouais. Surtout qu'on a fini sur 1,5 million. Je pense qu'on a même plus de mérite à le finir que toi, pour le coup. Pourquoi C'est quoi ça? Vu notre état. Ah oui, non, plus Bah, de surtout difficultés, plus de difficultés que David. Ça, c'est clair et net. Mais pas plus de mérite. Pas plus de mérite. C'était un super moment. Merci Ouais. pour Bah, toutes tes merci réponses. beaucoup. Non, mais Très merci. complet. Merci à vous. Enfin merci, je sais pas, mais bon, c'était cool de vous avoir quand même quoi. Ah, C'était trop bien. C'était vraiment un très très bon moment. Et puis bah, je souhaite bon courage à tous ceux qui vont me succéder. Il faut. Voilà, faites gaffe aux deux dernières quoi. Avant ça. Et n'en rajoutez Et- pas, s'il vous plaît. Alors oui, j'ai vu que l'invité précédent. Parce que, ouais. Alors j'ai fait dans ma cave avec un alambic, un truc. On arrive à 15 millions de Scoville maintenant. Alors attention, il faut des lunettes et un masque pour le. Non, mais on est trop content d'avoir fait ce premier épisode pilote avec toi. Avec plaisir. C'était génial. Et on a hâte de faire les suivants. On espère que ça a plu, que ça vous a plu, tout ce que nous a raconté David, que son parcours vous a intéressé. Parce que nous, il nous a beaucoup intéressé depuis 2 ans qu'on le connaît et qu'on en apprend petit à petit sur son parcours. À chaque fois, c'est hyper intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à ne pas le suivre parce que je pense que tu t'en fiches complètement. Sous-marin. Voilà, c'est ça. Abonnez-vous à la chaîne si vous avez aimé. Ça, N'hésitez oui. pas. Ça oui. Ça, oui. Ça oui. Et n'hésitez pas non plus à nous dire si vous voulez voir un entrepreneur particulier Ça aussi. faire ce concept-là. Nous, on est partant pour à peu près n'importe qui. Vous plagiez un concept particulier. Ah oui, ouais, c'est ça. Ou Ça un aussi. autre concept à plagier, ouais. Ouais, ça peut être trop cool. J'adorerais vous voir. Je sais pas, C'est vrai qu'on pourrait voler un concept par émission. par émission. Sur émission. Ça fait beaucoup de taf, mais bon. Ça fait beaucoup, Ouais, c'est là, beaucoup non? trop de taf, ouais. Bon, à vous Ouais, réfléchir. bien. Pensez d'abord à nous trouver des gens qui pourront faire celle-là et d'autres émissions qui doivent Si être vous cool. aimez Koh-Lanta, la semaine prochaine, on a un Koh-Lanta, donc bon, faut être dispo 3 semaines. Mais... On fait venir 10 entrepreneurs. Ouais, merci beaucoup. mais avec plaisir, messieurs. C'était un plaisir. C'était super cool. c'est un vrai Ah, ça vient après la coup. blotte, c'est toujours. Vas-y, Moi, on m'a dit, texto. la première, elle arrive au bout de 2 heures à peu près. Tu Ok, commences à la sentir. Bon, moi, on va aller faire la sieste. Bon, laissez un like, abonnez-vous. Yes. Ciao. Ciao. Merci.